Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un très bel endroit. Nous sommes à Paris, en compagnie de Veneta. Merci de nous recevoir et bienvenue dans ce podcast. Merci déjà pour l'invitation et la possibilité d'échanger avec vous cette matinée. Un plaisir de vous accueillir ici. Et ben en tout cas, merci pour l'accueil parce que, alors pour les futurs invités, voilà comment on a été reçus. Ouais. C'est un indice. Voilà, Non. à vous de faire mieux. Les tasses sont très sympas. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont de spécifique, mais vraiment, non, on est dans un coin très sympa. L'immeuble a l'air très sympa. Dans le 8e, c'est ça? 8e, oui. Ah, on est dans le 8e arrondissement. Bon, le parking à Paris a augmenté par contre. Oui, en fait, les prix affichés sont encore en francs, je crois. T'as payé 21 € pour 2 heures. 2h45. Ouais, donc les prix ont quand même bien évolué, mais ça reste sympa de venir à Paris. Et puis en plus, là, on va découvrir un profil Très intéressant. différent. Donc on va pouvoir te laisser. Alors, on a deux premières questions pour commencer, celles que je t'expliquais tout à l'heure. D'abord, le sujet de la présentation personnelle, mais tu peux commencer avant si tu souhaites. Soit tu commences par te présenter, soit tu commences en expliquant ton premier souvenir du coup entrepreneurial ou d'investissement. Mais étant donné qu'on t'a posé la question, qu'on le sait, on sait que ça va être plutôt un souvenir entrepreneurial. En sachant que pour information, pour nous, vendre des cerises à 5 ans parce que tu as décidé de vendre des cerises pour gagner de l'argent, c'est un premier souvenir entrepreneurial. Donc ça peut remonter il y a longtemps, et au plus c'est loin, limite au mieux c'est. Super, oui, c'est vrai que vous me faites voyager avec cette question. Parce que ça date un petit peu pour l'histoire et pour éviter tout questionnement futur. Je suis bulgare, donc je suis venue en France à 19 ans. Okay. Et j'ai fait mes études ici en France. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc tu as passé ton diplôme d'architecte en France ? En France, oui, exactement. D'accord. Et tu parles plutôt très bien français ? Tu connaissais le français avant de venir ? Pas du tout, non, pas du tout. Mais bon, ça fait déjà 14 ans, Okay. 14 ans que je suis en France. Donc j'ai eu le temps d'apprendre bien. Et juste du coup, avant d'enchaîner là-dessus, parce que c'est vrai que d'un point de vue culturel, c'est toujours intéressant, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix de venir en France et pourquoi tu es resté ? Ça fait partie de l'histoire. Mais je vais commencer avant. Allez, je te laisse alors. Donc, je vais commencer avant. Premier souvenir, c'est vrai que ça date un peu. Je pense que je suis devenue entrepreneur à l'âge d'environ 14 ans. Donc, ça date un petit peu. Et ça s'est fait complètement par hasard. En fait, je pense qu'il y a eu... il y a eu quelque part un signe ou ceux qui m'ont fait confiance, je sais pas, ils ont vu en moi quelque chose que moi je voyais pas forcément à l'époque. Je viens d'une famille très modeste, en Bulgarie, donc un pays complètement différent que la France, et avec une mère au foyer, plus tard salariée, donc pas vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. Okay. Un père qui bougeait souvent entre l'entrepreneuriat et le salariat et jamais trop soutenu par la société parce que c'est un pays qui ne soutient pas le petit business. Voilà, ça a été compliqué surtout dans les années 90. Donc voilà, c'était pas vraiment, j'avais pas cet exemple d'entreprendre et de réussir en fait. D'entreprendre oui, mais pas forcément la réussite qui va avec. Tu savais même pas forcément que c'était possible en fait à l'époque vu. Non, pas à 14 ans. En tout cas, c'était pas du tout déjà. Parfois, ça peut être illégal de faire travailler des enfants. Enfin, voilà, on va éviter ce sujet-là. Mais oui, complètement par hasard. Donc, mon histoire s'est orientée vers la mode. Donc, j'étais recrutée comme modèle environ à 13 ans. Yep. Dans un bus, complètement par hasard. Et rapidement, j'ai fait un concours de beauté en Bulgarie que j'ai gagné et qui finalement m'a permis d'aller en Chine pour un deuxième concours. À 13 ans À 13 ans. Donc à 13 ans, on m'appelle au téléphone, on me dit ouais, c'est cool, et du coup, la semaine prochaine, tu pars en Chine. Je dis ah oui, mais comment ça se fait? Je n'ai même pas mon passeport en fait, parce que du coup, voilà, c'était pas évident de se projeter à ce point-là. Et donc, au final, c'était la surprise un peu du fait que j'avais gagné l'autre concours. Et c'était un concours de beauté internationale en Chine sur lequel je représentais la Bulgarie. Donc c'était assez... Donc tu avais gagné en Bulgarie. Oui. Il n'y avait pas de notion d'âge. C'était parce que du coup, comme tu disais, tu avais 13 ans. On ne doit pas avoir 18 ans ou 16 ans. Il y a... Non, pas forcément pour le concours national d'où tu viens. Okay. Mais effectivement, là en étranger, c'était un sujet. Okay. Donc les autres
prétendantes et elles avaient autour de 20 ans. Ouais. Donc j'étais obligée de mentir sur mon âge, de dire que j'avais 18 ans. Ok. C'était pas légal, mais vu que j'avais gagné, en fait, voilà, c'était compliqué à envoyer quelqu'un d'autre. Et donc j'étais obligée un petit peu de. C'était quoi la marque? C'était Miss Kite of the World. C'est un vrai. Enfin, je suis pas spécialiste de la mode. C'est assez reconnu comme. C'est surtout que c'est un concours national pour la Chine. C'est vraiment très gros parce que ils ont la couture de survolant. Donc c'est ça en fait la fête des enfin c'est la Miss Survolant, hein, si on peut dire comme ça. D'accord. C'est un festival qui dure un mois sur place et donc c'est vraiment un très très grand événement pour eux. C'est pas très connu mondialement puisque ça reste un concours chinois, mais il y a une prétendante de chaque pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent? Alors le seul que je connais, c'est Victoria's Secret. Est-ce que c'est l'équivalent de Victoria's Secret en Europe ou aux États-Unis? Je sais pas dans quelle mesure c'est développé. Plutôt le concours élite, non? Oui, plutôt concours élite ou plus Miss World ou quelque chose comme ça. Ah ouais? C'est plus dans ce sens-là, oui. Ah ouais. Puisque c'est vraiment international et il y a une fille par pays. Ah, c'est l'équivalent du coup un peu de Miss France en France et après avec Miss Univers. Exactement. Ah oui, ouais. Oui, c'est ça. Sauf en Chine du coup. Sauf que c'est en Chine et c'est lié à leur festival de survolant. Ah ok. Donc, Bon alors du coup t'as gagné ou pas? Et du coup j'ai gagné aussi. Ah t'as gagné? Et du coup Ah, c'est j'ai vrai? gagné aussi. Mais non. Oui. Donc au final je suis restée 3 mois en Chine. Donc c'était, je m'attendais absolument pas. Et puis c'était autre chose. Là, j'avais une maturité certes peut-être un peu plus élevée que les autres filles à 13 ans, mais clairement c'était quelque chose à arriver toute seule. J'étais absolument toute seule. Donc mes parents qui m'ont fait confiance m'ont acheté mon premier portable pour que je puisse avoir une connexion avec eux. Et finalement, je comprenais pas grand-chose. Donc ça, c'était mon premier, quelque part, moment où je me suis dit, OK, là, il faut que je m'entreprends déjà. Il faut moi-même que je me gère parce que c'est gros. Mais dans ce cas, t'arrêtes l'école et en plus tu disais que t'avais pas de passeport. 3 mois, oui. Non, mais c'est un 10 jours, j'ai fait mon passeport, je suis partie. On a fait 1 mois de préparatoire du concours parce que il y avait beaucoup de personnes, enfin, il y avait déjà beaucoup de filles, il y avait beaucoup de événements. C'est comme exactement comme Miss France, en fait. Il y a des visites dans des différents lieux culturels. Il y a... Ah oui. Oui, donc c'est vraiment préparatoire. Ouais, donc t'es resté 1 mois comme Miss France où ils vont Exactement. à Tahiti. Enfin, je crois qu'ils vont là-bas, ils font des poses en maillot de bain, etc. T'as fait tout ça quoi. Exactement. À Donc 13 ans. à 13 ans. Et j'ai pu visiter des lieux incroyables. Je me suis fait amie avec des personnes incroyables partout du monde, en fait. T'as toujours des contacts aujourd'hui avec certaines? Avec certaines, oui. Pas si dense parce que ça fait quand même il y a longtemps. Mais je garde de très, très bons souvenirs. Et donc, 1 mois de préparation. Après, le concours s'est fait sur 4 jours. C'était énorme. Il y avait des moments où il y avait 10 millions de personnes qui nous observaient. C'est de la Chine, en fait. Ouais. C'est une autre échelle. Et après ce incroyable. concours, en local, en Chine, donc tu restes 3 mois, est-ce que tu deviens quelqu'un? Est-ce qu'on commence à te reconnaître? Est-ce que Oui, t'as déjà. une telle portée? C'était une portée déjà. J'ai gagné, donc j'étais invitée à rester 1 mois de plus dans un temple. C'est pas, enfin voilà, c'était vraiment pour apprendre à m'imprégner la culture chinoise. Donc ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si je réalisais à l'époque tant l'impact que ça a pu apporter sur ma personnalité, je pense. Ouais. Mais c'était vraiment incroyable de pouvoir vivre tout ça. Et c'est vrai. Mais même déjà, en faisant le concours, c'était déjà quelque chose. Ok. Tu marches dans la rue, tout le monde t'arrête, prend des photos. Déjà, moi, que d'y participer, alors j'imagine oui. le gagner, ça doit être encore. Ok. Déjà, je suis grande, blonde, donc sur place, déjà, Oui, c'était déjà, quelque oui, chose. Il fallait marcher avec des personnes qui nous protègent. Enfin, voilà, c'était... Parce que les gens, ils se jettent sur toi pour faire des photos, tout toucher, tout parler. Donc, c'était vraiment très... très différent de ce que j'avais comme mon quotidien jusque-là. J'avoue que la transition Bulgarie, milieu modeste, genre Chine où tu deviens presque une star, waouh. Exactement, les gens ils t'offrent des choses, Ok. ils te donnent, et c'est très touchant parce que les gens ils sont très gentils, ils font de tout leur Mais cœur. c'est clairement forcément un élément qui a changé ta vie. Oui, j'imagine à 13 ans. complètement, je pense. Je pense effectivement, là j'ai réalisé. En fait, je pense que j'ai appris déjà de compter sur moi, d'être responsable, d'être ouverte aussi, ouverte vers le monde et de vouloir plus. Parce qu'au final, c'est là où je me suis dit, mais si ça c'est possible, tout est possible en fait. Et ça a eu un impact, effectivement, je pense.
Ok. Du coup, Avec- ça a duré concrètement, tu as été recruté à 13 ans. D'ailleurs, alors si, je le place là, mais du coup, moi, toute mon enfance, je voulais être acteur. Je l'ai déjà dit, mais et j'espérais qu'on me repère. Moi, Il le ça m'est dit jamais arrivé. Il le dit à tous les podcasts. Mais toi, du coup, tu as été repéré. Et donc, ça arrive. Ça arrive dans certains Ça pays, arrive. Est-ce que ça peut arriver à 23 ans C'est jamais trop tard. Non, mais Mais- du coup, en fait, tu rentrais. Enfin, ça m'intéresse. Genre, tu rentrais de l'école et il y a une personne qui est venue dans le bus de l'école qui a dit, ok, toi, viens, tu participes au concours et t'as fait le concours national et ça s'est passé comme ça. Et en fait, oui, j'étais dans un trolleybus, pour être exact. Et Rouler, c'est. en fait, ça n'existe pas, oui, en France. C'est comme un bus, mais avec la connexion du tram. Ah, ok. Donc, en fait, c'est un tram avec des pneus. Ouais, Voilà. ok. Et donc, il a un trajectoire, mais c'est ça, chez moi, ça existe aussi. C'est, je pense, préhistorique. Hein. Voilà. Et oui, donc il y a une personne qui est venue me voir et c'était plus tard, hein, donc mon manager qui était par hasard dans ce trolley. Et il m'a dit, viens, ça m'intéresse, tu m'intéresses, je te trouve très intéressante. Viens, on fait un shooting test. En fait, ça commence toujours comme ça. En fait, c'est tu fais un shooting test sur lequel tu commences ton book. Et tu fais une dizaine de photos avec des looks très très différents pour qu'on puisse comprendre si tu matches avec toute transition. Et donc j'étais très pessimiste au départ. Je me suis dit mais oui, qu'est-ce que j'ai apporté? Enfin, c'est pas moi. Mais je me suis dit oui, je teste. J'ai toujours été comme ça en fait. J'ai pris tous les cours à l'école possibles qu'il avait. Mes parents m'ont toujours suivi, m'ont inscrit partout là où je voulais. Donc ça faisait partie un peu de mon truc, mais j'avais déjà eu une petite expérience dans la mode. Pareil, on m'avait repéré sur une plage l'été juste d'avant, en fait, pour faire un mini concours. Mais bon, c'était pas grand-chose. Mais du coup, ça m'avait paru pas trop bizarre non plus après. Et donc, on fait le shooting, le premier shooting test. Après, j'ai eu tout de suite une invitation pour une couverture. Donc, ça, c'était pour un magazine local. Donc, et puis, par la suite, j'ai été sélectionnée pour faire le concours 3 mois après, quelque chose comme ça. Tu gagnes de l'argent dans ce cas-là ou pas? Sur un concours comme ça? Non, tu gagnes des prix. Okay. Après, moi, c'était un concours avec l'objectif que la gagnante aille faire autre chose. Ouais. Mais il a eu beaucoup de prix matériels, c'est-à-dire soit un contrat avec une marque pour faire toute la campagne pour l'année, soit... Oui, ça, en fait, ça ouvre des portes. Voilà. Ça ouvre des portes. Okay. Exactement. Et en Chine, tu gagnes de l'argent quand tu gagnes? Non, j'ai rien gagné, mais j'ai gagné plein de cadeaux. Enfin, pas d'argent, mais en tout cas plein de cadeaux. Et puis un mois au spa dans un lieu magnifique. Voilà, plein de... Ça a été déjà... Ça t'a ouvert des portes intellectuellement, en tout cas. Comme, oui, comme tu disais, là, tu t'es vraiment dit tout est possible. Et, Ah bah là, oui, je pense que tu vis ça à 13 ans, tu dis pas de limite, en fait. Ouais. Puis tu changes de vie hyper complètement rapidement. ouverture d'esprit totale. Okay. Après, c'était pas un concours très médiatisé en Bulgarie, donc je suis revenue. Il a eu quelques articles et quelques interviews dans certaines émissions télé, mais c'était pas non plus le gros waouh, parce que c'est très chinois. Mais sur le retour, ça a été compliqué parce que j'ai rencontré quelque part la jalousie, l'énervement de mes professeurs, de mes camarades d'école. Clairement, même les professeurs, ils étaient très méchants avec moi, mais très compliqué. À ce moment-là, c'est pas forcément de la fierté qui est autour de toi, c'est plutôt de la jalousie. Oui, donc j'ai eu, pas honte, mais j'ai eu une difficulté de parler du fait que j'ai gagné, que j'ai fait quelque chose. J'étais gênée. Ça doit être bizarre le contraste parce que tu vas en Chine où tu sais pas ton pays, tu connais personne, t'es une star, les gens t'adorent, et tu rentres chez toi là où t'es en sécurité, c'est ton cocon, et les gens te jalousent. Donc ça doit être, à 13 ans, ça doit être très 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 violent. Très compliqué. Donc du coup, mes professeurs m'ont dit, oui, bah toi tu pars faire ta belle en Chine. Maintenant, bah tu es comme tout le monde, il a des examens en fin de mois, donc. Et t'as 600 maths. Voilà. Alors, du coup. Alors moi j'ai une question qui va être border, mais j'ai envie de la poser parce que j'ai été en Bosnie et j'ai travaillé en Croatie. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet culturel et il n'y a pas un sujet aussi de la position du pays? Je m'explique. Est-ce que le fait qu'un pays soit dans un niveau économique par rapport à d'autres, peut-être au milieu, voire en dessous par rapport à certains, ça peut
pas renforcer la jalousie des locaux, et deux, le fait qu'il y ait une réussite, du coup, et avoir une frustration de se dire que c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Tu vois, j'ai le sentiment, par exemple, aux États-Unis, on jalouse peu ou pas. En France, on jalouse un peu. Et dans ces pays-là, on jalouse encore plus. Et au plus tu vas dans un pays où il y a un niveau jusqu'à un certain moment, je pense que par exemple, tu vas en Indonésie ou en Afrique, j'ai pas le sentiment qu'il y ait cette jalousie parce que du coup, ils sont presque résignés en se disant de toute façon, c'est trop compliqué pour nous de réussir. C'est le sentiment que j'ai de l'extérieur, hein, je me trompe peut-être. Mais du coup, tu vois, j'ai vraiment eu ce sentiment partagé. Quand je suis allé en Croatie, j'ai travaillé en Croatie 2 mois. Il y avait beaucoup de personnes plusieurs personnes qui étaient vraiment jalouses en disant de toute façon, t'as de la chance, t'es français, etc. Et donc, je peux le comprendre. Mais du coup, c'est quoi ton partage d'un point de vue culturel, vu que tu connais mieux la culture locale? Pourquoi il y a cette jalousie selon toi? Parce qu'effectivement, il y a cette ouverture d'esprit qui est inconnue. Je pense il faut se donner le contexte. C'est un pays ex-communiste Ouais. où je pense l'état d'esprit était extrêmement fermé. Et même pour moi, la génération juste qui est née à la fin, Ouais. ça a été, je pense, transmis par des parents, par cette génération ancienne où il faut pas faire, il faut rester dans les cases, il faut rester à ta place, faut pas oser plus. De toute façon, tu ne l'auras pas. C'est l'ex-Yougoslavie? Non, la Bulgarie n'a jamais été Non, ça n'a pas fait une partie. union, non, pas Ok. du tout, mais politiquement, on était communiste Ok. avant Ok, donc toi, 89. c'est plus pour toi culturel. Culturel, oui, et puis Mais surtout, historique, voilà, elle ok. qui ose, qu'est-ce qu'elle croit, pourquoi elle se croit différente, enfin voilà. Oui, parce que communisme, c'est vraiment l'idée que chaque être humain, tout le monde est identique et Exact. au même niveau. Il faut pas qu'il y en ait un qui dépasse, quoi. Oui. Donc forcément, s'il y en a un qui sort du lot et qu'on voit un peu plus et on voit Oui. la tête qui dépasse, c'est C'est peut-être que problématique. je me trompe, mais après, peut-être c'est normal à 13 ans d'être jaloux un peu de ta camarade qui est partie. Peut-être. Et je pense que s'ils ont entendu de moi d'avoir une grosse tête en revenant, d'être très fière, alors que moi, j'étais très timide à l'époque. Faut savoir que j'étais vraiment dans mon coin, j'étais pas une diva ou quoi que ce soit. Voilà, comparé à d'autres qui, à mon âge, étaient très maquillées, très ouvertes et autres. Moi, en quotidien, j'étais très sobre, en fait. Ok. Donc, je pense qu'ils s'attendaient que je devienne plus, alors que je suis restée la même. Est-ce qu'ils ont pas compris ou ils ont voulu juste me rabaisser? Il faut se dire aussi que j'étais dans une école où moi aussi j'avais des problèmes comme plein d'autres enfants, avec d'autres enfants violents qui étaient manipulateurs, qui étaient méchants, tout simplement gratuitement, avec d'autres. Donc, je faisais partie de ceux qui se font harceler un petit peu de base. Ok. Et Donc, j'ai une question, est-ce que tu y retournes maintenant en Bulgarie? Est-ce que tu as encore des contacts avec ces personnes est-ce que tu y vas des fois? Alors, les personnes qui m'ont harcelé, non. Ok. Voilà. Oui. Sinon, j'y retourne, oui. J'essaye de plus souvent d'y retourner. Maintenant, avec le temps, c'est un peu compliqué, mais 3 fois par an minimum. Ok. Donc tu as de la famille, des attaches là-bas encore? Tout le monde, oui. Ok. Toute ma famille Wow. est sur place. Ok. C'est intéressant parce que on sent quand même, tu vois, tu l'as évoqué brièvement, mais du coup, cette partie harcèlement, elle a peut-être aussi touché ta personne et il y a aussi une forme de revanche, peut-être, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais où tu as envie. Moi, j'ai aussi un peu ça, moi. J'ai beaucoup déménagé et je mangeais. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé aussi, mais moi, je mangeais tout seul à la cantine quand tu es au collège. Alors, je sais pas l'équivalent en Bulgarie, mais que tu manges tout seul et qu'il y a personne qui veut manger avec toi à ce moment-là, c'est hyper dur. Franchement, c'est hyper violent, dur. ouais. Et c'est des moments où tu te sens tout seul. En plus, à cet âge-là, t'as pas de téléphone. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu manges tout seul, tu sais ce que t'as à faire. T'as ton business, t'as tes affaires. Ouais. Je veux dire, là, je pense qu'aujourd'hui, tu manges tout seul, tu t'en fiches. Mais à cette époque-là, quand t'es tout seul à l'école, que t'as que ça, et que c'est le moment où justement t'es censé t'épanouir et on te dit, ah, comment ça va avec tes copains, et qu'en fait, t'as pas de copains. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais du coup, ça crée des caractères et ça crée des parcours inspirants que tu vas pouvoir nous développer. Exactement, je suis d'accord avec toi. Non, nous, on n'avait pas de cantine, on est sur une éducation de demi-journée, heureusement. Donc, pas de cantine, mais effectivement, j'avais 2-3 copines les plus timides, quoi. On était un peu les geeks, les losers, tu vois. Je faisais partie des losers, moi, clairement. Et c'était parce que c'était mon choix aussi, quelque part. J'étais bien dans ce... Ouais. Enfin, pas loser, mais j'étais pas... T'étais pas la fille populaire comme Non, dans non, les pas séries du tout. américaines. Pas du Ok. tout, oui. Non, j'avais pas du tout envie d'être à cette place-là. Et c'est justement ces filles-là, par contre, qui harcelaient un peu. En général. Voilà.
Donc, mais c'est compliqué, oui, c'était compliqué. Ça m'a rendue beaucoup plus forte. Je pense aujourd'hui, je suis là. Merci à tous ceux qui m'ont harcelé et qui étaient pas gentils avec moi. Franchement, je suis persuadée que ça fait partie de la création de mon caractère. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, j'en suis persuadé. Moi aussi, c'est venu à ça. Alors, je suis peut-être pas. Enfin, maintenant, je commence à passer à autre chose. Je sais pas si je suis jusqu'à dire merci. Je sais pas si j'ai autant avancé que toi. C'est Jean d'Ormesson qui dit ça. Mais Il dit merci pour les roses, merci pour les épines. Je crois que c'est sa phrase. probablement, mais non, mais c'est sûr que c'est intéressant et souvent, nous, on rencontre du coup pas mal d'entrepreneurs, d'investisseurs, et tu te rends compte qu'il y a des choses qui se sont passées. Soit c'est personnel, lié à la famille, perte d'un proche, etc. Soit ça peut être des sujets liés à l'école, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu te sens, c'est difficile. Et puis surtout, toi en plus, tu as connu pic de gloire, tu reviens à la réalité, enfin voilà, ça doit pas être facile, parce que du coup, tu commences par ça à 13-14 ans, mais jusqu'à 19 ans, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives en France? Tu es resté dans un système scolaire classique, tu as continué un petit peu cette forme d'entrepreneuriat. Ça a été quoi la suite pour toi? En fait, je me suis dit que pour du coup leur prouver que non, je vais pas faire ma diva, ma belle, je vais toujours rester moi-même. Donc j'ai dû en 2 semaines compenser 3 mois d'absence à l'école pour pouvoir passer mes examens. Donc moi j'ai mis les efforts doubles et finalement il n'y a pas eu de différence. J'ai réussi tous mes examens sans aucun problème. Et j'ai continué dans la même école, toujours le même parcours, sans du coup mentionner aucunement mes activités d'à côté. Moi, j'ai continué le mannequinat après, j'ai continué les magazines, j'ai continué. Donc, ils me voyaient, mais c'est tout. Il n'y avait plus d'échange là-dessus. La haine a continué, mais voilà, je faisais avec. Jusqu'à ton départ de Bulgarie, ça a continué jusqu'à tes 19 ans? Oui. Oui, ça a été. Est-ce que, je te pose la question, est-ce que c'est en partie à cause de ça que t'es parti ou pas? Non, pas Non, du c'est tout. pas lié à ça. Pas du tout, mais vraiment rien à voir. Moi, j'ai terminé mon lycée là-bas, donc mon parcours classique, dans la même classe que les gens que j'aimais pas et qui m'aimaient pas. Et j'ai appris de vivre avec. Et voilà, je me suis concentrée sur autre chose. Parce que t'habitais dans une petite ville ou t'étais dans Non, une... Sofia, la capitale. Ok. Mais juste que j'étais dans une école que j'aimais. C'est très compliqué de rentrer dans les bons lycées. Ok. Donc j'étais dans un très beau lycée, donc je voulais pas changer. Ok. Et ça se fait pas comme ça, c'est pas vraiment possible. C'est une fois que tu es dedans. Et tu disais sur le système scolaire, parce que j'y reviens, vu que la question, je viens d'y penser, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne dans d'autres pays. Tu disais que c'était que le matin? C'est que jusqu'au collège ou c'est au lycée aussi, c'était que le matin? Dès le CP, en fait, jusqu'à terminale, c'est une demi-journée. Donc soit le matin, soit l'après-midi. Et voilà, tu as le temps tu manges chez toi, dans tous les cas. Et tu as le temps de l'après-midi libre pour faire tes devoirs, faire ce que tu veux. Alors que je sais pas comment faisaient les parents à l'époque. Aucune idée. Est-ce qu'on se gardait tout seul ou je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir, mais c'est génial. Moi, quand j'ai découvert ici, je me suis dit, mais les pauvres sont constamment à l'école. T'as aucun temps. Ouais, on a eu une enfance difficile. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ok, très intéressant. Ok, donc tu as continué le mannequinat. Est-ce que tu as eu une forme de réussite dans le mannequinat? Tu peux nous décrire un petit peu ce parcours avant de venir sur l'investissement et l'entrepreneuriat? Oui, donc pour moi, là, ce que je viens de raconter, c'était pas encore l'entrepreneuriat. Ça a commencé juste après, je pense, vers 14 ans, 15 ans, où mon manager de l'agence m'a annoncé qu'il va partir reprendre des études en Angleterre. Et donc, on termine avec l'agence. Donc, il me dit, oui, je peux pas gérer de là-bas, c'est trop. Et il me dit, par contre, je te propose quelque chose. Tu prends les contrats en main, tu prends la relation avec les modèles et tu gères. Je lui dis, mais comment tu veux que je gère ça? Il me dit, tiens, les clés de l'agence. Tiens, le mot de passe de mon adresse mail. Et tu commences à écrire de ma part, tu maintiens toutes les relations avec tous les fournisseurs, parce qu'on faisait mannequinat et également tout ce qui est la thèse d'accueil, et il y avait tout type de contrats. Mais t'étais la seule dans l'agence ou vous Pas étiez... du tout, mais pas du tout. Il avait plein de beaucoup plus âgés que moi. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai pas compris. Baby boss. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a vu à moi? C'est pas comme si je me sentais plus différente, mais il a vu quelque chose pour me présenter ça, enfin pour me demander ça.
Et donc, je lui dis, bah, vas-y, montre-moi comment on fait des factures. Donne-moi le mot de passe, c'est ça. Voilà. Et je lui dis, mais ok, ça marche, vas-y, on teste. On teste, hein. Donc voilà, 4 ans, on a testé et ça s'est bien passé. Et on a développé de nouveaux contrats. J'ai rencontré. C'était du bluff, hein, clairement, quand tu rencontres quelqu'un qui a une entreprise de cigarettes et que tu fais un contrat avec lui pour faire la promotion de cette cigarette pendant 1 an. Et que tu vas à un rendez-vous avec quelqu'un et que tu as 15 ans, c'est clair que... Dit comme ça, c'est un peu lunaire, effectivement. C'est ça. Et je ne m'attendais pas, mais ça s'est super bien passé au final. Donc, c'est là où j'ai arrêté un peu la mannequinat parce qu'en fait, je me suis pris que des bons contrats que j'ai apprécié de travailler avec ces personnes-là. Donc, j'ai continué un peu, mais mon objectif, c'était de gérer les autres. Donc là, j'ai découvert toute autre chose. Je me suis dit, mais c'est génial en fait de négocier des contrats. Manager des gens, les appeler, tu veux ça, tu vas là-bas, les organiser, envoyer des mails, les payer. Je trouvais ça génial en fait. C'est vraiment. Et puis surtout, ça commence à plus être un hasard là. C'est-à-dire en fait, c'est ce que j'allais dire. Là, Veneta, tu nous dis pas tout parce que là, c'est franchement, plus un hasard. Franchement, 13 ans, t'es repéré, ok. Bon bah, okay. allez, coup de bol. Petite bénédiction, ça pas de problème. Mais 15 ans, ce qui est en train de se passer. Là, c'est qu'il y a, je pense que il y a un potentiel qui est au-delà de la moyenne quand même. Tu nous dis pas tout parce que c'est pas que du hasard. Là, quand on t'écoute, on a l'impression en effet que tu as eu de la chance, mais je pense qu'il n'y a pas eu que de la chance. Il y a un moment donné, si tu as choisi toi plutôt que les autres mannequins, c'est que intellectuellement, tu devais capter des choses que les autres ne captaient pas. Ça devait aller plus vite. Ouais. Naturellement, je pense pas qu'on se dirige vers la personne qui a 15 ans. Hein. S'il y en a qui ont 25 ou 20, 25, c'est qu'il y avait des choses que tu avais dû prouver par ailleurs ou t'avais, je sais pas, tu t'entendais particulièrement bien avec lui, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, enfin, tu devais faire plus, c'est plus que du hasard, non? Ou on t'a menti dès le départ et t'avais pas 15 ans. Je comprends. Moi aussi, j'étais un peu stupéfaite de ce qui m'arrive, mais effectivement, je pense qu'il a dû voir quelque chose, moi, ou par rapport aux autres. Moi, je les connaissais pas très bien. Encore une fois, j'étais un peu outsider à l'agence. J'étais pas trop dans les discours. Alors, peut-être qu'il a vu quelque chose de différent. Mais j'ai toujours été très sérieuse, j'ai toujours été très perfectionniste, rigoureuse, travailleuse. Enfin voilà, je faisais tout à fond. Peut-être que voilà, ça a fait qu'on est toujours amis. Hein, d'ailleurs, on est toujours à Londres. Et donc, du coup, moi, quand je suis partie, l'agence est fermée. Donc, du coup, tu as commencé à gagner ta vie à ce moment-là. J'ai commencé à gagner ma vie. Peut-être 50-50 ou quelque chose comme ça. Effectivement, donc j'avais un pourcentage. Et, Tu peux gagner ta vie à 15 ans? Parce qu'en France, tu peux pas. Et c'est pour ça que je dis que ça frôlait un petit peu la légalité. Okay. Mais oui, apparemment. Parce qu'en France, en dessous de 18 ans, tu peux difficilement gagner. Tu peux sur des contrats saisonniers l'été, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, si tu es indépendant. Tu peux pas créer d'entreprise. C'est vrai. J'ai un cas, je suis en contact avec quelqu'un qui m'a demandé justement de me conseiller. Et en dessous de 18 ans, c'est très, très, très compliqué. Et suivant la situation fiscale des parents, c'est aussi très compliqué. Donc, il y a un vrai vide. Ouais, c'est donc, oui, j'avais pas de contrat, j'avais rien du tout. C'était vraiment à la confiance. Je prenais du cash. Ça a appris énormément. Et j'ai appris énormément. Déjà, rien qu'à écrire un mail. Parce qu'à l'époque, c'était salut, ça va pas de espace, pas de ponctuation quelconque, pas de finition de mail. Enfin voilà, moi, j'écrivais des mails de temps en temps avec mes copines pour rigoler, quoi. C'était pas à 15 ans, tu n'écris pas de mail, quoi. Donc voilà. Écrire un mail déjà, se donner allure de quelqu'un qui maîtrise son sujet, sans forcément que ça soit... Bah oui, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a 50 ans et que toi tu as 15, franchement, ça le fait pas. Donc j'ai appris de me mettre à niveau, de gagner la confiance en fait. Et gérer des gens, ça c'est sûr, j'ai appris ça. C'est pas le plus dur ça? Et dans l'agence, ils savaient que tu avais 15 ans? Non, on se connaissait pas trop. Oui, c'est vrai que c'était jeune, oui, ça c'est sûr, oui. Ouais. Ça, ils savaient. Mais bon, c'est moi qui l'ai payé, donc au final. Ok, t'as vite appris. Intérêt d'être gentil, oui. C'est ça. Et puis, entre-temps, j'ai développé la marque de ma tante qui a décidé d'entreprendre et de faire un magasin de vêtements. Et c'était une franchise qu'elle a prise. C'était une franchise qui n'existait pas encore en Bulgarie, donc elle l'a fait intégrer.
Et donc, je l'ai aidé pour développer sa marque. On a fait le shooting ensemble. Donc, j'ai un peu managé la campagne. Marque connue? Marque, ça s'appelle Aftershock. Donc, c'est anglais. Okay. En Angleterre, ça existe. En Bulgarie, ça n'existe plus. Elle a fermé la boutique. Mais à l'époque, on a fait tout ensemble. Et après aussi, j'ouvrais le shop, en fait, samedi et dimanche. Ok, c'était toi qui. Alors, donc toi, tu travaillais du lundi au vendredi sur ton agence et du samedi au dimanche, tu travaillais pour le. Oui. Et tu avais l'école en plus à côté. Oui, bien sûr, oui. L'école. Okay. Okay. Et le samedi, dimanche, oui, j'ouvrais le shop et je vendais. En fait, j'étais vendeuse. À ce moment-là, je tenais la caisse. Enfin, voilà, c'était. Et ça, c'était génial. C'était vraiment. Mais ça me paraissait tellement simple. C'était du loisir. Clairement, ça me passionnait de faire, d'entreprendre, d'être là, d'avoir des responsabilités. Pour moi, c'était évident. Ça gravite toujours plus ou moins autour de la mode, quand même. À l'époque, oui. Oui. T'aimes ça encore un peu? Oui, j'aime encore, oui, clairement. Non, parce que, en tout cas, c'est la sensation que ça donne, que t'aimes encore la mode. Oui, j'aime encore la mode. Ok, non mais hyper intéressant. Donc ça a été jusqu'à tes 18-19 ans. 18-19. Oui. C'est comme en France, je suppose qu'au lycée, tu as l'équivalent du baccalauréat et tu es diplômé pareil vers 18-19 ans. C'est pour ça que certainement tu es venu en France ensuite. Exactement, oui. Qu'est-ce qui a fait pour toi le déclic de passer de la Bulgarie? Déjà, pourquoi la France? Parce que je suppose qu'à ce moment-là, tu disais que tu parlais pas français. Donc tu aurais pu choisir l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, enfin plein d'autres pays. L'Italie et autres. Pourquoi la France et pourquoi à ce moment-là et pourquoi l'architecture? Enfin, pas trop de questions d'un coup, mais voilà. Les oui, étapes. ça se suit derrière. Effectivement, donc oui, j'ai terminé, c'est l'équivalent de terminale et bac, sauf que moi, quand j'ai terminé, c'était une année sans bac, donc sans examen spécifique. Et donc, il prenait la moyenne des 5 dernières années sur toutes les notes. Contrôle continu sur 5 ans. Oui, okay. 5 ans, donc c'était pas mal. Ouais, c'était, je pense, plus chaud même d'ailleurs. 5 ans, ouais. Donc voilà, après nous, c'est une notation jusqu'à 6. Donc 2, il n'y a pas de 0 et 1, c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Donc moi, je terminais à 5,98 sur 6. Ouais. Donc c'était pour te dire que pour vous dire que pour moi l'éducation c'était toujours aussi important. J'ai jamais dit ok, je vais pas étudier, je m'en fiche, moi j'ai mon chemin. Il y a des choses que tu faisais mal ou pas? Ouais. C'est ce que j'allais. Oh, sûrement. Mais... attends. Non, mais ça a l'air très beau, mais effectivement le chemin il est quand même ça a été facile. Quand tu aimes ce que tu fais, je pense que tu te poses pas trop de questions. La passion, ça donne des ailes. Exactement. Après, je pense que quand t'es passionné, tu te poses tellement pas de questions que tu fonces, t'avances. Tu fonces. Non, puis t'es une bosseuse. Je pense que t'as pris conscience aussi que tu pouvais sortir ou, alors je sais pas si le terme est bon, mais extraire peut-être d'un milieu d'où tu venais pour aller tendre vers d'autres ambitions. Et donc du coup, tu voulais fournir un travail qui était qui semble assez démesuré parce que du coup, je vais poser une autre question. Est-ce qu'avant 18 ans, tu sortais quand même le week-end les trucs style boîte de nuit, etc., ça t'intéressait ou non, pas du tout et tu t'étais focus travail uniquement? Oui, je sortais beaucoup, oui. Ah ouais, en plus. Oui, je sortais beaucoup. C'était tout en dehors. La fête, ça me manquait pas, hein, clairement. Ok, bon, je sais pas. On va trouver la faille. Hein. On va la trouver avant la fin. Donc du coup, 18 ans, donc tu... Je sors de lycée et moi, je voulais faire du journalisme. Tu vois, je voulais être journaliste. Mon grand-père, c'était un très grand écrivain en Bulgarie. Okay. Et moi, je voulais prendre un peu ce chemin-là, continuer là-dessus, écrire, finir peut-être par être écrivain moi aussi. Et c'était mon chemin, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et un jour, un mois, je pense, avant, donc ça doit être un août, ma grand-mère m'appelle, elle me dit, oui, elle a rencontré quelqu'un qui gère une agence de filles au père. Okay. Et donc fait le lien avec la France pour envoyer des filles de la Bulgarie en France. Et je lui dis, donc je lui ai parlé, elle est d'accord, tu pars en septembre à Paris. Je dis, ok. Je pars à Paris, elle me dit, ouais. Quelle image tu as de Paris et de la France à l'époque, de ta Bulgarie natale? C'est un pays magnifique, hein, clairement, mais... Okay.
C'est même pas un rêve parce que tu oses pas rêver à même pas rêver à ça. Oui. Ça te paraît ok. Clairement, peut-être. Enfin, je me suis jamais dit dans ma vie que je vais aller vivre ailleurs ou je vais faire autre chose. Un peu une vie un peu tracée où j'allais être comme les autres, entreprendre les études, se marier. Enfin voilà, j'avais déjà une demande de mariage. Enfin voilà, j'étais un peu dans un optique de tracer. Oui. J'étais pas du tout dans un objectif de ça y est, allez, c'est parti, la Tour Eiffel. Okay. Oui, donc du coup. Est-ce qu'on est déçu quand on arrive à Paris ou ça correspond Ah non, t'es pas déçu. Si je suis là, c'est que. C'est vrai. Et oui, donc il me dit tu vas prendre quelques cours en français et puis tu vas partir en septembre si tu es d'accord. Mais en tout cas, c'est très compliqué en fait à rentrer dans ces agences-là. Okay. Il y a une grosse exigence. Elle me dit moi j'ai tout arrangé. Demain viens, tu rencontres les personnes, etc. On fait les documents, tu y vas. Je dis mais moi j'étais prise dans une université pour faire du journalisme. En Bulgarie? Oui, donc un mois plus tard, j'étais censée démarrer mon éducation. Et donc, je lui dis, bah, vas-y. Ma grand-mère, elle était une éternelle amoureuse de la France, du français, de Paris, de la cuisine, de la couture, de tout. Elle parlait français. Et c'est un peu son rêve, quelque part, où elle était en train de me transmettre. Ouais, c'est projeté. Voilà, et c'est un peu. C'était pour elle, ça y est, c'est le rêve réalisé. Et moi, j'aimais beaucoup ça chez elle. C'était quelque chose qui m'a été cher. Je me suis dit, si je peux lui faire plaisir aussi, c'était pour moi déjà. En fait. Exactement. Donc, j'étais très heureuse. Et je lui dis, mais vas-y, c'est parti, comme pour la Chine. Je lui dis, ouais, ok, bah, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ok, j'y vais. J'y vais, j'ai appelé ma mère et mon père. Je leur ai dit, bah, il y a ça et ça. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité. J'y vais pour voir. Et donc, un mois plus tard, je suis partie. J'ai choisi une famille qui habitait à l'époque à Chatou. Donc, côté de Paris. Côté de Paris, banlieue. À l'époque, je comprenais pas trop le système de banlieue. Tout ça, pour moi, c'était Paris. Donc, c'est Paris, voilà. C'est au milieu à peu près, c'est Paris. Voilà, c'était Paris. Okay. Une femme avec un gosse de 5 ans. Et j'avais un contrat de 6 mois scolaire, donc ce qui correspond au premier trimestre. Donc, c'était jusqu'à février. Okay. De septembre à février, quelque chose comme ça. Quand tu dis contrat, c'est-à-dire fille au père, concrètement, tu t'es pas rémunéré, t'es juste indemnisé T'es logé, blanchi, et j'avais un salaire de 80 € par semaine. D'accord, ok. Et tu devais garder l'enfant 24 sur 24. D'accord. Donc okay. tu habites dans le logement, donc tu as disponibilité constamment. Et donc il y avait un enfant et un couple? Non, juste une maman. Okay. Donc le couple était déjà séparé, donc il y avait elle et son fils. Et t'as des demandes autres que garder l'enfant, genre nettoyage et tout, ou non, on te fait que... Ça, c'était pas convenu, non, je n'avais pas. Après, c'était normal de ranger, ouais, c'est ça. Entretenir un minimum. On habite ensemble, donc en fait, c'est un peu la vie en famille. Donc tu prends des tâches qui... T'as des contacts encore avec cette famille? Oui, j'ai des contacts encore avec cette famille, oui. Ok. Et donc ça a commencé comme ça. Moi, je parlais pas du tout français malgré les quelques cours que j'avais pris. Je savais dire certains éléments, mais en fait, quand tu arrives en France, tout le monde parle aussi vite avec tous les mots un peu mâchés à l'envers et tout. Donc en fait, je comprenais absolument rien. Donc il y avait ce choc-là, mais en famille, je parlais en anglais. Et avec le petit garçon, en fait, on se parlait pas trop. On se comprenait, en fait, on se donnait des signes. Je sais pas comment on se débrouillait, mais avec le petit garçon, on arrivait à se comprendre sans forcément se parler. Et avec la maman en anglais. Okay. Rapidement, j'ai rencontré des personnes bulgares ici. Tu sais, quand tu pars à l'étranger, exactement, tu retrouves un peu ton chez-toi pour retrouver un peu de confort. Et donc ça, c'était pas bon. Là, je le conseille à personne, en fait, à le faire, parce qu'au final, moi, à 6 mois, j'ai pas appris le français, j'ai rien compris, donc c'est clairement pas bon. C'était pas bon. Une espèce de communautarisme que tu venais pas chercher, parce qu'en fait, si tu viens là, c'est justement pour voir autre chose. Si c'est pour t'enfermer, c'est un peu dommage. Oui, c'était dommage, mais ça a été dur. Enfin, c'était 6 mois de très dur. Peut-être le fait de s'entourer par des Bulgares, ça m'a un peu permis aussi de me sentir un peu chez moi. Ouais. C'était peut-être qu'il y a un réflexe. Au début, t'arrives dans une nouvelle ville, dans un pays qui est censé être différent et je dirais... économiquement en tout cas différent du tien, t'arrives au milieu de cette ville où Zesbroa, tu comprends personne, ok, c'est peut-être la facilité, mais bon, je pense que... Et puis t'avais 18 ou 19 ans, réflexe naturel, t'avais 18-19 ans quoi, donc non, il y a...
Donc, pas de téléphone avec Internet, pas de portable, Ah oui. rien. Donc, en fait, t'as juste ton... J'ai un petit Samsung comme ça, ou une Nokia, je me souviens plus, ou les deux. Et c'était des forfaits fermés. Je pouvais appeler, je sais pas, 20 minutes par mois, un truc comme ça. Parce que c'était très cher. Ouais, En fait, c'était ouais, extrêmement ouais, cher déjà ouais. de pouvoir faire ça. Donc, compliqué, hein, 20 minutes à voir sa famille, au téléphone, ses amis, couper tout. Voilà, c'était très, très compliqué. Je fumais à l'époque, je me souviens, et je me cachais de la famille que je fumais. Donc, je me souviens des moments où je m'échappais le soir pour aller fumer une cigarette, en fait, un peu trop bizarre, comme si j'étais encore avoir 15 ans. Mais voilà, je m'échappais un peu pour fumer une cigarette toute seule. Et je me souviens de ces moments de tristesse profonde où j'étais seule, en fait. T'es seule. Il y a personne, tu peux appeler personne, personne te connaît, personne se soucie de toi. Enfin, voilà, clairement, dur. Dur. Mais bon, pareil, c'était quand même incroyable. Enfin, je me souviens la première fois, donc ça, c'était un souvenir très fort quand je suis allée à Paris, donc de Château à Paris, première fois, RER A. Donc pas de portable avec Internet. Moi, j'avais regardé sur l'ordinateur de la dame comment y aller. Donc, je m'étais tracé sur une petite feuille un peu le plan pour aller à la gare et puis de Charles de Gaulle Étoile, comment faire pour se balader un peu. Et donc, j'avais tout écrit, noté. J'y vais sur place. Elle m'avait dit comment demander un ticket aller-retour. Donc ça, c'était un truc que j'ai appris en français, aller-retour, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'arrive à Charles de Gaulle, je sors à l'Arc, et là, ça a été incroyable. J'étais à nouveau en Chine, tu vois. J'étais vraiment à nouveau toute seule face à l'immensité de la ville. Là, t'es à Paris, ça y est. Oui, ça y est, là j'étais là et j'ai fait l'aller-retour. Je me souviens, j'ai bu un café... Je me suis assise boire un café sur les champs. 25 € un cappuccino et une bouteille d'eau. C'était 25 €. 25 €, ouais. Et là, j'étais là, d'accord, ok, bon, on va pas faire ça tous les jours, mais avec mes... 3 jours de travail. c'est ça. Plus aller-retour, le ticket à 4 €. Donc voilà, c'était mais c'était incroyable. Donc je me suis assise, je me souviens à l'époque Karl Lagerfeld qui est passé, donc je me suis dit waouh, d'accord, ok. C'est un symbole. Ah ouais. Toi qui es Ça y passionné de est, mode, ça y est, tu vas sur les champs, tu vois Karl Lagerfeld. On a l'impression que tu nous racontes une histoire là. C'est ça. Donc je me suis dit. Quand Netflix t'a appelé pour raconter ton histoire en fait. Donc c'était cool, mais bon, le retour par contre du RER, ça je l'avais pas compris en fait. Comment on comprend quel RER va où? Et je me souviens avoir perdu 1 heure dans le RER à chercher en fait le bon. Parce qu'en fait, il y a 3 branches, je crois, le RER A vers direction Château. Et donc, je me souviens à prendre aller quelque part, voir que c'est pas le bon, reprendre un autre. Et à un moment donné, les gens, ils parlaient pas anglais, pardon, à l'époque. Faut dire qu'il y a 15 ans, personne ne parlait anglais à Paris. Donc, je dis quelque chose, je demande en anglais, on me répond en français. Je dis, I don't understand. Même ça, ils comprennent pas. Et là, ils me le répètent toujours en français, mais plus lentement. Je dis, mais moi, je suis pas une idiote, en fait. C'est pas parce que je n'arrive pas à capter, c'est que je ne comprends pas. Mais du coup, à un moment donné, je me suis assise sur une chaise. Limite, les larmes aux yeux. Je me dis, mais je n'ai jamais rentré, en fait. Ça y est, je suis perdue. J'étais plus à Charles de Gaulle, j'étais à une autre station quelque part, sur la ligne A. Je me dis, c'est mort, là. Ça y est, je suis perdue, personne ne me comprend, c'est catastrophique. Et là, il y a quelqu'un qui m'a pris par la main et il m'a mis dans un train, il me dit, tu attends là. Et là, ça y est, j'ai retrouvé ma station, du coup, j'ai compris le système. Il comprenait Château, quoi. Quand t'as dit Château, ouais, Château, ça y est. Non, mais je vous montrais même. Hein. Je montrais, mais je sais pas. On n'arrivait pas à se comprendre, donc ça y est, je me suis retrouvée. Et après, j'ai compris encore une fois qu'il faut vraiment que je passe à 5e pour me... Là, il faut que je capte. Il faut que je capte plus vite que ça. Et voilà, 6 mois après, la famille m'a proposé de rester jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, j'ai beaucoup aimé. Paris, ça a été un coup de foudre pour moi, clairement. J'adorais être ici. Et malheureusement, l'été, j'ai dû retourner chez moi. Et là, je me suis projetée dans ma vie d'il y a 1 an
avec le journalisme, le mec qui m'attendait, la vie tracée. Je me suis dit, oh là là, non. Ah non. Je suis pas prête. Ah non, je veux mon cappuccino à 25 balles sur les champs, quoi. C'est ça que je veux. C'est là où je veux aller. Je veux pouvoir le boire et que ça me fasse pas mal. C'est ça. Et je me suis dit, non, ça y est, ça me suffit plus, en fait. Ma vie d'avant, c'était pas ma vie. Et je l'avais compris. La famille m'a rappelé pour revenir, parce que le petit garçon, il voulait que je sois là aussi. Donc la deuxième année ? Deuxième année. Donc c'est parti. Là, je lui ai demandé de faire une année complète. T'as pas de questions, parce que Bulgarie, alors je suis peut-être inculte là-dessus, mais tu fais pas partie de l'Union Européenne quand t'es en Bulgarie, si? Si, t'es depuis dans l'Union Européenne 2007. Depuis 2007. Ça, c'était en 2008. Du coup, quand t'es parti, t'étais en 2008. Oui. Ok, donc il n'y a pas eu de souci. En fait, tu peux voyager dans le pays comme tu veux. On ne te demande pas de passeport, de visa, de quoi que ce soit. Ok. Non, mais c'était tout récent, donc c'était compliqué parce qu'on me le demandait tout le temps et j'ai dû dire, mais non, c'est en Europe, justifier tout le temps ma présence. Et Parce qu'on contrôlait tes papiers et on te demandait. Oui, souvent. Et puis tout le monde, c'était nouveau de voir des Bulgares, un peu, voilà. Donc tout le temps, on me demandait si j'avais un titre de séjour, un visa ou autre. Ok. Donc du coup, tu repars, tu fais l'été juillet, août en Bulgarie. Oui. Et tu reviens dès septembre. Je reviens. Ok. Et là, je me suis dit, mais il faut que je fasse un truc pour rester derrière. C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, malgré tout le business que tu as fait en amont, pendant toute ta première année, tu t'es pas déjà dit, je vais essayer de trouver une solution sur place pour pouvoir rester plus longtemps, etc. Ou t'étais vraiment focus sur ton boulot de fille au père en fait. T'étais concentré. J'étais focus. Sur Paris aussi, je pense. Paris, je sortais aussi tout le temps. Ok. J'étais un peu dans un moment de liberté où voilà, je réfléchissais pas en fait, Ok. tout simplement. Ok. Je vivais le moment. Ouais, bien sûr. Et quelque part, je savais que je devais y retourner dans ma vie d'avant. Ouais, tu l'as vécu Ouais. comme une parenthèse. C'est ça. Ok. Je me suis dit, ok, voilà. Et je m'attendais pas j'étais toujours pas dans l'objectif de faire ma vie ici. Ok. C'était pas le but. C'est dans la deuxième année que ça a C'est dans la commencé. deuxième année où ça Ok. a commencé. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc, il faut que j'apprenne le français déjà. Donc j'ai coupé le pont avec tous les Bulgares avec qui j'avais l'habitude de sortir. Je me suis dit, il me faut des potes français Ok. pour apprendre le français. Et il faut que je fasse un truc pour pouvoir rester après cette année scolaire. Et le seul truc, c'était de faire une école, en fait. Moi, c'était normal de faire une école, avoir un diplôme. Je pense qu'aujourd'hui, pas tant, mais encore à l'époque, si tu n'avais pas de diplôme, en fait, tu faisais pas grand-chose. Bah, surtout, architecte, c'est un métier où si t'as pas de diplôme, tu peux pas exercer. Ah bah oui, mais à l'époque, je savais pas que je vais être architecte. Ouais. C'est pas faux. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais faire? Dans l'absolu, je me suis dit, dans l'absolu, là, aujourd'hui, on te dit, tu peux faire tout ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, en fait? Ça, c'est compliqué de se dire, mais qu'est-ce que je veux? Mais déjà, à ton âge, à cet âge-là, se poser la question, déjà, c'est bien. tu vois. Bah, après, là où je relativiserais, c'est que tu savais un peu parce que tu voulais être journaliste. Oui, mais là, c'était impossible, je parlais pas français. Ouais, mais C'était après, mort. Là, je vais mis à l'écart cette t'as eu possibilité. plein de défis, Oui. qui ont été relevés avec brio d'après ce que tu nous racontes. Donc, t'aurais pu tenter cette aventure-là. Peut-être que du coup, t'avais des. Non, c'est vraiment la langue. Tu t'es dit, je parle pas français, donc je ferai pas journaliste. Oui, trop compliqué. Le français, c'est quand même compliqué. Je fais encore des Ouais. erreurs et des fautes et Mais voilà. nous, Donc, nous aussi, hein, t'inquiète pas. hein. Honnêtement, tu t'exprimes vachement bien. Et surtout, T'as ce qui est un vocabulaire, intéressant, il y a tu des t'es- mots t'as que beaucoup de vocabulaire. T'as du vocabulaire. Ouais, t'as beaucoup de vocabulaire. Et ça, c'est assez surprenant pour une personne dont c'est pas la langue native. Et surtout, moi j'utilise aussi du vocabulaire quand je m'exprime et tu le comprends à chaque fois. Donc, et c'est pas le cas de. Enfin, je vois que je peux parler normalement, ça pose aucun problème, tu oui, comprends tout. tout à fait. Oui. Et parce que des fois, il y a des mots que tu utilises, bon, je peux comprendre hein, d'ailleurs. Donc, non, t'aurais probablement fait une très bonne journaliste. Oh, merci. Mais ça aurait été plus Mais compliqué. ta vie n'est je pas pense. finie, peut-être que ça finira comme C'est ça, c'est vrai. Mais non, j'ai trouvé qu'un an, ça a été un gros challenge, que déjà j'en avais assez de challenge. Perfectionner à ce point le français pour pouvoir écrire, compliqué. C'était compliqué. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je me suis dit, je veux créer, je veux faire quelque chose de, je sais pas, de mes mains. Est-ce que c'est la sculpture? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est des bijoux? Est-ce que c'est de la mode? Parce que j'avais justement cette expérience. Je me dis, peut-être que c'est un peu pas la mode, mais pourquoi pas le design d'objets.
d'intérieur. Enfin voilà, je me suis orientée un peu dans ce milieu-là, qui était déjà complètement nouveau pour moi et j'avais pas grand connaissance là-dedans. Et j'ai vérifié, mais c'était vraiment très compliqué. Il faut faire en France, en tout cas, pour intégrer des écoles de design, il faut faire une prépa, déjà, une année de prépa qui coûte un minimum 5 000 € l'année. Et derrière, c'est payant aussi. C'est des écoles privées. Et ça, j'avais absolument pas les moyens de le faire. Aucun moyen. Donc, je me suis dit, mais il faut une école publique. Et ce qui se rapprochait un peu plus de ça, c'était les écoles d'archi. Donc, je me suis dit, si je suis architecte, globalement, je pourrais tout faire derrière. J'ai cherché un peu, j'ai vu que en étant architecte, tu peux aussi faire l'architecture d'intérieur, tu peux aussi créer du mobilier, c'est plus simple. Tu avais le parcours gratuit et en même temps, tu te fermais aucune porte. Voilà. C'est assez large, tu avais le temps d'affiner, savoir ce que tu voulais faire précisément. Exactement, donc je me suis dit, je vais faire ça. Je vais candidater. À Paris, il y a 6 écoles publiques d'architecture. Et j'ai fait les 6. J'ai fait 6 concours différents pendant l'année, parce que c'est assez long. C'est avec plusieurs tours. Donc, quand tu es pris un premier tour, tu passes un suivant, etc. Et donc, tu n'avais pas de notion de langue qui rentrait en jeu dans le concours d'architecte? Si, en même temps, j'ai dû faire un examen qui s'appelle le DELF. DELF. Okay. Il y a le DALF aussi, mais c'est pas le même niveau. Et il me fallait le minimum le C2, un truc comme ça. C'est comme le TOEIC et le TOEFL en fait. C'est ça, mais équivalent à français. Ouais, c'est ça. Donc c'est à la Sorbonne. Voilà. Le DELF, c'est l'équivalent du TOEFL et le DAF, c'est TOEIC? Non, c'est le même, c'est juste que je crois que le DALF, c'est jusqu'à B2 et le DELF, c'est au-dessus de C1. Ok. Et du coup, tu as réussi à l'avoir? Et du coup, j'ai réussi de l'avoir. Ça, c'était compliqué. Mais j'ai réussi de l'avoir, oui. J'ai eu le diplôme. Ça, c'était un des points sur lesquels il fallait absolument que je le fasse. C'était long parce qu'il y avait quelques cours quand même à la Sorbonne. Et après l'examen, le premier, je l'ai pas eu. Hein. J'ai visé tout de suite le D1, je crois, vraiment le plus haut. Je l'ai pas eu. C'était compliqué, trop compliqué. Donc, j'ai fait une deuxième fois et j'ai eu le C2, donc juste en dessous. Ce qui était suffisant, en fait, c'était B2 qui était suffisant, mais moi, tout de suite, je mets des challenges. Parfois, c'est inutile, donc voilà. Et ça, c'était cher. Par contre, je me souviens, c'était compliqué parce que je crois que les examens avec les cours, ça coûtait. J'ai plus trop de souvenirs. C'est hyper. En fait, ce que tu racontes là, c'est hyper représentatif de ta détermination et des curseurs que tu mets. C'est-à-dire que on te dit ça suffit. Bah non, en fait. Même si ça suffit et c'est le SMIC, le minimum, non, moi je vais aller là. Ouais. Même si c'est pour ce que je veux faire, ça sert pas concrètement, mais quand même. Ouais, c'est parfois, encore une fois, c'est inutile. En fait, je pense que on a les défauts de ses qualités, tu vois. Oui. Mais c'est pour se mettre des barrières parfois. On peut faire simple parfois. Voilà. Ouais, pour se mettre des petits bâtons dans les roues, des fois, c'est plus drôle. Ouais, tout ça, comme ça, pour se faire plaisir. Donc, c'était 400 €, c'est ça? Oui, l'examen plus les petits cours d'avant. Ouais, donc c'était compliqué à faire la deuxième fois. J'étais presque découragée. Je me suis dit, si je le fais, j'échoue encore. Déjà, l'échec, c'est compliqué à accepter l'échec quand t'aimes bien des challenges. Donc, bon, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'y arrive. Et ça, c'était bon, j'ai réussi, pas de souci par rapport à ça. Mais après, les concours, donc, je me suis dit, si j'intègre une école, je reste. Clairement, ça, c'était mon objectif, c'est d'intégrer une école. Et j'avais une école très précise que je voulais, c'était la Villette. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. C'est juste, je me suis fixée là-dessus. Je me suis dit, je veux cette école-là. Donc, je l'ai pas. C'est pas une réussite pour moi. Après, si j'ai une école, déjà, c'est bien. Et donc, je devine la suite, t'as eu la Villette. C'est même pas drôle. Cette histoire n'est absolument pas drôle. Oui, c'est sûr. Non, mais j'ai eu. Le pire de ça, c'est que j'étais acceptée dans 2 autres écoles qui étaient même meilleures. Hein, maintenant, aujourd'hui. Oui, sauf que la Villette, j'ai eu la dernière lettre qui est arrivée, c'était la Villette. Et franchement, j'étais pas très heureuse avant, même si j'avais déjà 2 autorisations, enfin 2 acceptations. Mais bon, ça c'est fait, j'étais contente. Maintenant, il fallait trouver un moyen de rester sur Paris parce que je pouvais pas rester. Deuxième année, on n'était pas à Château, on était à Montmorency. Donc c'était compliqué de faire une école à Paris tous les jours, y aller. Et je pouvais pas rester non plus dans la famille parce que si j'y restais, je pouvais pas ne pas m'occuper du gosse. Et c'était vraiment pas possible pour moi, je voulais me concentrer sur mon école. Donc il fallait que je trouve une solution.
À l'époque, j'avais un petit copain qui habitait aussi à Montmorency. Et donc, j'ai aménagé avec lui et sa maman. Donc, compliqué. Heureusement qu'ils étaient là, je vous remercie. On a perdu le contact, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment faire le tremplin. C'est ce qui t'a permis de quitter la famille là où t'étais, Oui, parce que t'avais pas les moyens exactement. financiers de toute façon de prendre un logement par ailleurs. Et personne ne me voulait, surtout. Ouais. C'est compliqué quand t'es étranger. 2 ans après, justement, le fait que tu peux habiter librement en France, sans revenu, sans aucune personne qui est garant pour toi. Personne ne voulait être garant. Je pense que les gens, ils croient que c'est une grosse... Et ta famille en Bulgarie pouvait pas. pouvait pas. Déjà pas le droit, la loi, en tout cas ici, personne n'accepte des personnes étrangères garants. Et ils n'avaient pas les moyens non plus. Donc compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc j'ai trouvé quand même un petit studio dans le 20e de 9 mètres carrés, un truc comme ça, au rez-de-chaussée, pour 600 €. Donc ils ont accepté, c'était compliqué. Tu faisais comment parce que du coup, tu gagnais 80 € par semaine. T'as fait un boulot après? T'avais un petit Et donc, boulot j'ai fait un boulot, ouais. Donc, je suis rentrée un peu dans le test d'accueil. Non, j'avais des propositions. Okay. Je me suis encore fait repérer 3 fois Ah ouais ici. Mais moi, je voulais pas ce monde. Ce monde, je le connaissais bien. J'étais à l'aise dedans. C'était pas mon chemin. Clairement, je me suis dit non, moi, je veux me focus sur mon école. Je veux faire ça. Et je veux pas autre chose. T'avais peur que si tu remettais un petit... Oui, que je restais dedans. Ouais. Donc, je voulais pas ça. J'étais quand même hôtesse d'accueil. Le plus que je pouvais. Sur des événements, des salons, des choses comme ça? Oui, voilà. Ça. Et puis, je faisais quand même du babysitting, toujours, le soir, pour la famille et le week-end. Dès qu'elle avait besoin, j'étais là. Mais je voulais pas vivre avec eux. Donc, c'est comme ça que j'ai gagné mon argent. Et j'étais boursière. Donc, j'avais la bourse la plus haute qui était à l'époque de presque 600 €. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais. Donc, mon loyer était assuré. Il fallait plus que trouver de l'argent pour vivre. T'as la CAF à ce moment-là? La CAF aussi. Ouais, t'as la CAF aussi. Okay. Ouais, la CAF, c'était juste. Ouais, la CAF, oui. T'avais 200-300 € d'aide en plus? Oui, c'est ça. Okay. Plus les petits boulots, t'arrivais à te sortir entre 1000 et 1500 tous les mois? Pas 1500, mais oui. T'arrivais à vivre? Oui, j'arrivais très modestement. Hein, mais... De toute façon, toi, ton objectif, c'était de pouvoir rester. Oui, voilà. Vraiment Oui, déjà, j'étais très heureuse de ça. Hein. Donc, ça me permettait de vivre. J'étais très contente. Et puis, voilà, après, c'était parti pour l'école. 7 ans d'école. Donc, C'est 7 ans, architecte? Je crois que c'était 5. Non, c'est 6 ans et demi, disons comme ça, le temps d'avoir vraiment le dernier diplôme. C'est 6 ans et demi. Voilà. Donc, du coup, tu as commencé à la Villette? J'ai commencé à la Villette, j'ai terminé à la Villette. Ok. Et t'as plu? Oui, c'était un bon parcours où j'ai pris quelques claques aussi par la vie. Ça toujours dans ce sens-là où faut se réveiller en fait à un moment donné. Il faut se dire ok maintenant. Dès que tu deviens trop confortable en fait, c'est là où c'est le danger que tu ne te challenges plus en fait. C'est là où tu veux en détailler une ou deux de claques que tu as pris pendant Ouais. Première année, j'étais avec un... Alors moi déjà, je ne savais pas ce que c'était l'architecture. Hein. Je suis rentrée pour faire après ce que je voulais faire. Et je me suis dit, c'est génial, il faut savoir dessiner. Je savais dessiner, c'est cool. J'ai visité des bâtiments, j'ai regardé. Mais qu'est-ce que c'est que l'architecture et l'architecte? Moi, je ne savais absolument pas. Et donc, je ne savais pas le parcours scolaire, ce que c'était. Donc, il y a les facs, il y a les écoles. Donc, c'était une école supérieure, complètement différente que la fac. Et ce que moi, j'imaginais comme type d'enseignement à l'amphithéâtre, voilà, et très, très autonome. Non, c'est des groupes, en fait, d'ateliers, de travail sur place. C'est toute la journée, c'est très intensif. Et tu as une matière qui est le plus importante, c'est le projet. C'est là où tu l'as le plus intensivement dans la semaine, où tu dois rendre des choses, faire des projets en fait. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et moi, un prof de projet, j'avais un monsieur qui détestait les Bulgares. C'est vrai? Oui. Les Bulgares en particulier ou les étrangers? Les Bulgares en particulier. Il était d'origine grecque et les Grecs et les Bulgares, sympa. Je pense que lui, il a particulièrement une histoire avec des Bulgares, alors que je n'ai pas compris. Et ça,
dans mon 3e semaine, je pense, on se croise avec ce monsieur dans le métro. Il vient me voir, il me dit ah, nanana, mais tu viens d'où déjà? Je dis Bulgarie. Moi, je savais pas, hein, sinon j'aurais dit autre chose. Bulgarie, il était Et là, il s'est retourné, il est reparti. Et là, j'étais là. Ah oui, d'accord, ok, bon. Et tous les Bulgares, il y avait 3-4 Bulgares, d'autres qui étaient dans l'école, dans les classes, dans les années supérieures, elles sont venues me voir, elles m'ont dit, ah, c'est toi, Veneta? Change tout de suite de prof, change de prof. Avec ce prof, il n'a jamais eu une Bulgare qui est passée au-dessus de la première année. Parce que si tu passes pas le projet, tu redoubles l'année. Et si le prof dit que t'es pas bon, en fait, tu redoubles même pas. T'es jeté de l'enseignement. Donc là, elle a un gros stress. Elle me dit, je vais vivre un enfer. T'as pris le challenge, je suis sûr, t'es resté avec ce prof? Non, j'ai essayé de changer. Ils m'ont dit non, je change pas de projet. Et j'ai dit, mais vous savez le problème de la discrimination que cette personne a vis-à-vis des étrangers, et d'autant plus des Bulgares. Oui, on le sait. Oui, mais si on fait une exception, tout le monde va vouloir. On peut pas accepter, en fait. On peut pas accepter officiellement qu'il y a un problème. Je suis sûr que c'est la première Bulgare où il a fait passer un projet. Oui. Et en plus, j'ai eu 14. Il n'avait pas le choix. En plus, j'ai eu 14. Donc, j'étais très contente. Mais c'était la bataille. Moi, j'ai souffert beaucoup. Là, j'ai pensé avoir souffert avant. Mais lui, ce qui m'a fait endurer, c'était chaud, oui. C'était vraiment chaud. Les Grecs sont plus coriaces que les Bulgares. Première leçon. Non, du coup, vu qu'elle est passée, les Bulgares sont 1-0 pour la Bulgarie. Ah oui, c'est clair. Et c'était une belle victoire, mais à point. Donc là, depuis ce moment-là, il m'a jamais parlé. Il avait des moments où moi je parlais pas très bien français déjà. Enfin, je commençais, mais c'est très pas comme aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est très technique déjà, l'architecture, avec beaucoup de terminologie que moi, je ne savais même pas en bulgare. Je pouvais même pas me le traduire parce que c'est très technique. Donc j'étais obligée de regarder une image, de comprendre. Et donc, c'est vrai que architecte, tu t'es pas donné le métier le plus facile pour commencer quand même. Qu'est-ce qui va être le plus compliqué? Architecte, c'est marrant. Voilà. Donc fidèle à mon truc. Et puis, par exemple, il donnait ce qu'il fallait faire pour la semaine prochaine. J'allais le voir. Après, je dis, est-ce que vous pouvez juste me détailler un peu plus pour que je puisse être sûre d'avoir compris. Elle me dit non, je suis désolée. Ah ouais. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit exactement. Parfois, elle me répondait même pas. C'était très, 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 très compliqué. Travail en binôme, par exemple, tous les binômes ont la même note. Moi, dans le binôme, j'avais moins que mon binôme. Et une fois, c'était vraiment flagrant parce qu'on était normalement censé être 3. La 3e personne, elle a quitté le groupe parce que vraiment, elle ne supportait pas. Hein. Les gens, on a commencé à 40, on a terminé 20. Donc, vraiment, c'était une sélection très dure en première année. Et donc, on termine le projet à 2 au lieu de 3. Donc, les partitions de travail extrêmement dures. C'était compliqué et on était très contents du résultat. Et là, ils donnent des notes. Moi, j'ai eu 11. Mon binôme a eu 15. Attends. Je dis, mais attends, comment ça... Non, mais ça se voit. Ça se voit que tu as moins travaillé. Alors que moi, je travaillais 3 fois plus que les autres parce qu'il fallait que... déjà, j'apprends tout par cœur, que j'ai le temps de comprendre, que j'ai le temps de le faire. Enfin, vraiment, et même mon binôme, il était là, je suis désolée pour toi. Il est allé lui parler, il a dit, mais non, c'est pas vrai, vraiment, elle a bien bossé. Il voulait rien entendre et il avait dit... Non, il voulait rien entendre, moi j'ai déjà dit, donc c'était compliqué. Je dis, mais vous allez voir. J'ai dit, là, vous êtes pas juste. Moi, je disais quand même, là, à ce moment-là, je dis... c'est pas juste. Là, je vais pas laisser tomber. Je dis, vous allez pas m'écraser comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai terminé, il a vu que voilà, et en fait ce que je faisais après, c'est que il y avait certaines tâches qu'on faisait que lui il vérifiait à part et je mettais pas mon nom. En fait, c'est ce que j'ai arrêté, c'est de mettre mon nom. Et lui il mettait la note. Tu devais être la seule à pas mettre ton nom. Non, oui, mais bon, comme ça 2-3 fois ça passait, oui, parce qu'il y a des absents parfois, etc. Oui. Okay. Et donc du coup, je mettais pas mon nom et c'est là où il me fait rire une fois. Il me dit ça c'est le meilleur travail, j'adore. Mais qui a fait ça? J'ai pas trouvé le nom. Je dis c'est moi. Ah oui bon, il a ça aussi. C'était très bien. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai arrivé à contourner ma personnalité et lui montrer qu'au final j'étais battante. Oui. Non mais c'est marrant. Enfin c'est intéressant de voir aussi. Dans quelle mesure tu as été clairvoyante sur beaucoup de sujets et en fait tu t'es pas abattu sur ton sort et tu as dit ok je vais retirer mon nom
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça devait être quand même une forme de victoire quand il a dû Oui. présenter ton projet. Il Ouais. avait dû annoncer la note avant. Et puis de toute façon, s'il a dit que c'était le meilleur projet, il pouvait pas te mettre des notes en dessous des autres. Exactement. Donc, Exactement. Donc, il a. Il s'est fait piéger pour son propre jeu. Oui, il a compris, je pense. Donc, il m'a laissé un peu tranquille à la fin de l'année. Donc, ça a été. Mais au Oh. début, c'était la bataille. Franchement, ça, c'était compliqué. Et cette forme de discrimination, je l'ai quand même senti tout le parcours. Hein. Donc, Ah ouais, au bout de. Discrimination, on peut parler aussi de racisme. Hein. Ouais. Ouais. Racisme, complètement, C'est oui. c'est même pas de la discrimination en fait. Ouais. Oui. Parce que si on remplace le mot bulgare par une autre Oui, nationalité, oui, complètement. on parle plus de discrimination et c'est normal hein, en fait. Hein. Oui. Donc, Déjà, de dire que fille- c'est raciste, ouais. ouais. Compliqué. Deuxième année, pareil. C'était pareil, je suis tombée sur des profs insupportables. C'était compliqué. Hein. Racisme, oui, comme tu dis, Ouais. parce que même, je vous présente mon projet, mon prof qui est censé me connaître, hein, parce qu'on se voit quand même 3 fois par semaine. Et il me dit, je parle, mais il ne m'écoute pas. Il me dit, mais c'était quoi déjà ton prénom? Je dis, bah, Venita. Ah, ouais, ok, bon, c'est un peu mieux que Mohamed, mais bon, quand même. Ouais, ouais. Oh. Là, le truc. Est-ce que, à l'inverse, C'est tu as eu là. un prof qui t'a vraiment soutenu durant le cursus scolaire et qui t'a. Après. En fait, Après. la première, deuxième année, très, très compliqué. Au bout de troisième année, on pouvait choisir nos propres profs. Donc, D'accord. c'est là que j'ai choisi un prof, du coup, asiate, Ok. pas français, Ouais. pas grec. Pas grec non plus. Pas grec. Avec qui on a des problèmes. Voilà. C'est bon, Asiate, c'est bon, on y va. Ouais. Et pourtant, oui, je ne lui avais pas dit mon parcours d'avant, mais c'était révélateur. Parce que c'était quelqu'un qui exerçait aussi. Ok. Donc, il avait cette notion de l'entrepreneuriat, il avait une fraîcheur, c'était quelqu'un qui avait une actualité en lui. Et puis il avait conscience que si t'étais là, tu t'étais potentiellement battu à Oui. minima 3 fois plus Et que puis, les autres. il y avait pour être- plus, il avait plus cette notion d'où tu viens, Lui-même, il avait un accent, il n'entendait peut-être pas le mien, mais c'était pas le sujet, en fait. C'était pas le sujet. Et ça, c'était révélateur pour moi. Là, j'ai commencé à prendre du plaisir. Parce qu'avant ça, je prenais pas du plaisir. C'était une punition. Je détestais l'architecture, le projet, tout. C'était vraiment difficile. J'apprenais tout par cœur. Donc, ça te parle pas. Quand il y a un sujet qui te parle pas, c'est compliqué. Et je me disais, qu'est-ce que je fais, en fait? Je vais pas T'as laisser. hésité à arrêter à un moment donné ou Ben pas non, je suis pas de nature à arrêter. Ouais. Tu vois. Mais je me suis dit peut-être qu'après, je ferai autre chose. Je finis, je valide et Ouais, après. je valide et après. Et c'est là où j'ai compris, enfin vraiment, ça m'a ouvert les yeux, j'ai pris du plaisir. Ça a été pour moi un moment incroyable. J'ai pris conscience de ce que c'est l'architecture, de ma place dans l'architecture, ma voix. Et là, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, clairement, au bout de 3 ans. Donc du coup, là, c'était l'amour vers l'architecture qui m'est tombé dessus, mais comme si j'étais censée de le faire toujours. Est-ce que c'est le moment où tu as commencé à te dire il y a peut-être un lien entre la mode et l'architecture? Non, pas du tout. Même au contraire, je voulais éviter encore un truc que les gens me disent, ah, mais elle, en plus, c'est une fille. En plus, à ce moment-là, moi, j'ai arrêté de parler de tout ce que j'ai vécu avant. Là, clairement, ce que je vous dis, c'est inédit parce que. Mais ma question, c'est est-ce que tu as trouvé des points communs à ce moment-là entre les deux univers ou Par rapport aux détails, oui, par rapport à Ok. très, très petite échelle, mais pas encore. Mais encore une fois, moi, j'avais honte un peu de mon parcours jusque-là. Je le disais pas. Hein. Déjà, la Bulgarie, ça saoulait tout le monde. Enfin, voilà, c'était un peu. Et la mode, ça fait trop le cliché, tu vois, la blonde qui était modèle de l'Europe de l'Est. Je vais faire mes trop. preuves sur le Ouais. concret, sur vraiment. Et après, je mettrai ma patte. Complètement. Donc moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop raconté ça. Hein. C'est clairement pour moi pas quelque chose en plus. Je voyais pas le plus dans ce que j'avais fait avant. Et je voulais surtout ne pas être catégorisée comme le modèle de l'Europe de l'Est. Clairement. Ok. Ouais. En fait, tu voulais pas être la pseudo-architecte superficielle. Oui. Ok. Parce que ça, c'est facile. Oui, Ouais, c'est le ouais. raccourci très. Oui, très vite, oui. Toi, tu voulais plutôt être l'architecte très bonne techniquement et que Oui. éventuellement, si quelqu'un y pense, ça soit un plus, mais que ça soit pas lié du tout à ton métier. Exactement. Donc je voyais pas le lien. Je voulais surtout pas le mettre en évidence. Je parlais pas. Je disais rien. Hein. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais trop mis ça en avant. Bah, merci alors pour le partage de toutes ces informations. Merci à vous. Une parce exclue sur le que- podcast. C'est ça. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir, en fait. Et je me suis dit, mais bien sûr qu'il y a un lien. Ouais. Et je vais plutôt être fière de ça, parce que je suis aujourd'hui la personne que je suis
Parce que grâce à ce que j'avais fait avant. Tu peux l'être. Hein. En tout cas, on est dans tes bureaux. Et si je te pose la question, c'est pas anodin. C'est que là, on est dans tes bureaux. Moi, les points communs entre la mode et l'architecture, je les vois tout de suite quand je rentre ici. Tu vois, il y a forcément, il y a une patte. Et quand on entend ton histoire, on comprend les bureaux. Enfin, Oui. C'est le ressenti que j'ai. Ouais, moi je suis peut-être moins sensible à ça, donc je vais être très honnête. Hein. Je vois comment t'es habillé et je me dis en effet, tu comprends des choses que moi je comprends certainement pas dans la mode. Ça c'est clair. Mais après aller jusque là, c'est vrai que je pense que je suis pas assez sensible à ces sujets-là pour m'en rendre compte. Mais par contre, un parcours, moi je trouve ça très cool, au contraire que tu le partages et enfin, voilà, on se connaît pas forcément, mais en général, tu vois, je suis plutôt du genre, les gens ils me disent faut briser la glace avec toi. Là, je souris beaucoup parce que en fait, je trouve ça hyper inspirant, ça me parle et je me dis ouais, c'est trop cool. Et en plus, ce que j'adore, c'est que le travail paye. Et aujourd'hui, je veux dire, je pense, alors peut-être que tu l'étales pas parce que comme tu disais, il y a de la jalousie, etc. Mais quand tu arrives en Bulgarie, tu dis j'habite à Paris, j'ai des bureaux à Paris, j'ai une structure à Paris, je suis architecte à Paris. La classe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas uniquement ça que tu cherches, mais à un moment donné, c'est bien aussi de faire une pause et de se dire, ok, j'ai charbonné, j'ai avancé, j'ai travaillé de ouf. Mais putain, c'est cool ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir nous détailler tout ça, mais peut-être avant, continuer du coup sur ce cursus scolaire que tu as terminé, je suppose, brillamment. Oui, donc ça c'est félicitations du jury, hein, bien sûr, à la fin. Oui, non, mais après, moi, j'ai jamais été derrière les notes et chercher le 20 sur 20. C'est pas ça le but, effectivement, ça fait plaisir, hein, mais moi, j'ai vite fait compris en France que ça, c'est surtout pas la réalité. Une note, c'est pas la réalité. C'est un système sur 20 points, c'est énorme. 20 Ouais, points. c'est vrai que toi, t'étais à 6. Franchement, oui, 6. C'est donc 5 fois plus, c'est comme si nous, on passait un système à 100. Donc, je comprenais pas en fait, pourquoi jusqu'à 20. Je trouve qu'au final, jusqu'à 10, ça sert à rien. Ouais. Donc, du coup, c'est comme si tu avais 2, au final 0. Enfin, pour moi, c'est jusqu'à 10, c'est comme si j'ai rien. Donc, maintenant, cherchons après. Donc, mais entre 10 et 20, enfin voilà, je me suis dit, je m'en fiche des notes autant que j'avance. Puis, qui derrière dans la vie te demande tes notes, l'école Clairement, c'est pas ça. Nous, peut-être, mais c'est tout. Ouais. Pour le podcast. Moi, non. Clairement, je pense qu'on s'en fiche de la note. L'idée, c'est juste d'avancer et de faire ce qu'on a envie de faire et d'y arriver. Et après, le reste, des notes, franchement. C'est clair. Et du coup, alors, donc 3 ans après, toujours à la Villette. À la Villette. Les meilleures années de ton école d'architecture. Oui, c'était cool, c'était enrichissant, c'était vraiment encore une fois une ouverture d'esprit. Par contre, c'était dur parce que là, travailler, il fallait gagner un peu plus d'argent. Là, clairement, je me disais, je pouvais plus parce qu'à l'école d'archi, il y a beaucoup de dépenses. On fait nos propres maquettes. Tous les moyens qu'on emploie, c'est beaucoup de carnets, beaucoup de stylos, beaucoup d'achats tout le temps. Ça, c'est cher. Donc là, avec clairement mes 800 ou 900 euros, je m'en sortais plus. Donc, j'ai pris un boulot dans un bar le soir. Donc, à un moment donné, je pense que ça a été chaud parce que je faisais des stages aussi en archi. Donc, il y avait des moments où je faisais mon stage. J'allais à l'école et tous les soirs, j'allais au travail. Donc, c'était quand même... c'était dormais intense. Oui, c'est ça. En fait, je dormais pas beaucoup. Oui. Ouais. Entre deux... Et puis, architecte, c'est connu aussi comme formation. C'est une formation pour laquelle tu as beaucoup de temps de travail en dehors de l'école. C'est ça. Tu passes énormément de temps à dessiner, à faire des maquettes, etc. Donc, charge de l'école, charge de stage, charge de boulot. Donc, c'était compliqué. Pas simple. Ouais, c'était compliqué, mais bon, c'était vraiment génial. Hein, c'est les meilleures années de ma vie. Et c'est là où, avec une personne de l'école, on s'est dit qu'on va monter une agence ensemble après. Ok, donc tu es associé aujourd'hui? Je suis associée aujourd'hui, oui. Exactement. T'as terminé quand l'école? De fondateur 2016. Ok, donc c'est récent finalement? Oui, 2016, et on a créé l'agence en 2016. Direct. Direct. Tu as voulu travailler directement pour toi? Direct. Parce qu'on avait déjà des clients, en fait, un master, on s'est dit, faut qu'on démarre quelque part l'activité. Si on veut ouvrir l'agence après l'école, il faut avoir des projets. Sinon, on fait rien. Donc, on a commencé par des moyens un peu bizarres à l'époque. On imprimait des flyers
Et on les a mis sur tous les pare-brises Énorme. des J'adore. quartiers qu'on aimait bien. Donc, la journée, voilà, une casquette ensuite, et on mettait sur tous les pare-brises des belles voitures. Euh, Dans non. les quartiers que t'aimais bien avec les belles voitures. Bah oui, parce que c'est stratégique, forcément. Oui. Trop fort. Euh, C'est énorme, c'est-à-dire que c'est de choisir sa cible comme ça, c'est tellement logique. Et C'est du ads, C'est du du ads. ads de l'époque. Genre, oui, mais c'est clair. C'est je clair. veux des Ça gens qui n'existait habitent dans pas. tel quartier, qui ont tant d'argent. Ouais. Bon, bah, ils ont telle voiture, vas-y. Je trouve Oui. ça en fait, je trouve ça d'une simplicité, d'une logique, et personne ne le fait. Mm. Genre, Bah, si les gens non. vont flyer. En fait, si on fait du haut de gamme ou machin, Fais pas de flyer. non, mais on va pas faire du flyer sur des Mm. voitures, tu vois. Et si on fait des flyers sur les voitures, on va mettre sur toutes les voitures. Toi, tu te dis non, je vais choisir tel quartier, telle voiture. Ouais, Ça a marché? ok. Et ben ça a marché parce que on s'était fait appeler par quelqu'un qui voulait construire sa maison à Montreuil. Ok. Donc c'est comme ça, hein, notre première maison était à Montreuil, donc premier projet, c'est génial. Enfin clairement nous d'étudiants, et c'est ce qu'on avait mis en avant. Donc là, quand t'étais même. encore en études à ce moment-là quand t'as fait cette maison-là. On a commencé quand on était encore en études, mais bon on a terminé, enfin on a sorti le permis de C'était à cheval, construire ouais. une Ouais. fois que. Une fois que t'étais diplômé, parce que Diplômé, t'as oui. pas le droit de le faire si t'as pas Oui, le oui, diplôme. oui, oui, tout à fait. Bon, après, tu peux t'arranger Avec un autre archi, peut-être, ouais. Non, on a fait nous-mêmes, mais après, entre-temps, on a fait beaucoup d'autres choses, hein. Ça, c'était vraiment le plus gros projet des flyers. Mm. Et le gars, il avait trouvé le flyer par terre en sortant du métro. Voilà, il a levé, il a vu notre numéro. On a aussi collé des trucs pour arracher notre numéro. Enfin, Comme les babysitting. Non, mais ce qui est trop fort, c'est que je pense que tes clients, t'es face à ça. C'est soit tu trouves ça, c'est un scandale qu'un architecte. Mm. c'était un scandale. Non, mais en fait, où tu trouves ça, tu dis attends, c'est tellement un scandale que c'est du génie, quoi. Ouais, de ouf. Tu vois, mais tu te dis pas, ouais. Genre, tu vois, Ouais. ça peut pas C'est laisser c'est indifférent. clivant. Ah, C'est mais clivant. c'est clivant de fou. Et Oui. et Surtout que c'était interdit il y a pas très longtemps. La publicité sur l'architecture a été interdite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est comme les métiers type avocat, expert comptable, etc. Souvent, quand c'est réglementé ou notaire, la publicité, en effet. Interdite, mais là, c'était un peu border. c'était... Non, Ah, c'était là, encore autorisé Oui, c'était déjà autorisé parce que D'accord. c'était Ah, c'était interdit avant. Ah oui, Ok. oui. Ok, ça marche. Donc du coup, mais effectivement, personne ne faisait ça, hein. C'est plus pour faire je sais pas, de la plomberie, le babysitting, un chat perdu, vendre mais des tapis, des trucs comme ça, ou un cirque ou un truc comme ça. Mais C'est un ça. cabinet d'architecte a des projets. Et c'était un projet à combien Cette maison, Ouais. le projet ou nos honoraires. Enfin, Non, le projet. Le la projet, on a réussi de faire, c'était un gros challenge, mais on a réussi de faire environ 180 mètres carrés pour 300 000 euros ou un truc comme ça. maison. Ok, donc des flyers, 300 000 euros, une maison à 300 000 euros. Ok. Voilà, premier Ça- gros non, projet. mais c'est Non, c'est super. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu as monté ça en 2016. Je suppose que tu n'as pas eu les bureaux ici tout de suite. Non. On a eu. D'abord, on travaillait à domicile. Donc, Toujours dans ton appart de 9 mètres carrés ou tu avais déménagé? non, on a changé 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, donc pas de salon. Plutôt 2 bureaux avec 2 ordi. Ok. donc Donc, t'étais du en coup, colocation avec ton associé. Mon associé, oui. Non, Ok. c'est mon conjoint. Ok, du coup. d'accord, ok. Et on était un couple, donc pas très funky en fait, 24 sur 24 sur les écrans. Mais bon, on avait quand même le même objectif, avec la même détermination, donc ça a été très bénéfique au final pour la société. Et puis voilà, mais entre-temps, on avait aussi un très gros client, c'était Crédit Agricole Immobilier. Ok. Et on travaillait pour eux pour faire tous les audits techniques pour les travaux sur leurs sièges sociaux partout en France. Ok. Donc c'était des sujets costauds sur des territoires vastes et des grosses structures immobilières, donc de dizaines de milliers de mètres carrés. Hmm. Donc c'est plutôt ce projet-là ces projets-là qui nous ont permis de créer la société. Les petites choses qu'on faisait à côté, clairement, ça payait pas assez pour se projeter en société en tout cas. Ok. Donc jusqu'à ce moment-là, on était autant qu'auto-entrepreneur. Et en 2016, on a créé la société d'architecture aujourd'hui VA. Et vous êtes toujours associé aujourd'hui. On est toujours associés J'ai aujourd'hui. une question qui est complètement indiscrète. Il est français ou il est bulgare? Il est français. C'était totalement indiscret. Je voulais la poser aussi. Donc, Ah bon, bah, très bien. Oui, il est français, donc on n'a pas eu les mêmes problématiques sur le parcours. Ok. Et puis,
Voilà, c'est ça qui nous a permis du coup de créer la société. Et on s'est lancé avec des particuliers. Hein. Clairement, on avait commencé déjà une clientèle avec nos flyers de particuliers pour faire des appartements, créer du mobilier sur mesure. Voilà, c'était des petits sujets comme ça. Donc soit des constructions de maisons entières, des rénovations d'appartements. Surélévation, extension, okay. Et mobilier. Et mobilier, oui. Que sur Paris? Paris, première couronne, enfin banlieue, disons que. Île-de-France. Île-de-France. Ok. On a commencé par l'Île-de-France et vite, donc on a travaillé chez nous. On n'avait rien du tout de vie personnelle dans notre appart à part nos ordi, imprimantes et tout ça. Donc, mais très rapidement, on a candidaté pour le premier dispositif mis en place par l'État pour accélérer le business des jeunes architectes. Ça s'appelle Échelle 1, ça existe encore. Donc nous, on a candidaté pour la première année de lancement de ce dispositif et on a été pris. Donc ils nous ont assuré des locaux à l'école d'architecture à Marne-la-Vallée. D'accord. Donc à 1h30 d'ici, en RER. Ouais. C'était compliqué, mais on y allait tous les jours, c'était génial. On était super contents. C'était un local de 100 mètres carrés et on était une dizaine architectes à l'utiliser. Un peu pépinière, Pépinière avec des cours, toute une formation pour justement pouvoir exercer à son nom propre, comprendre un peu le métier. Oui, parce que l'école d'architecture, est-ce qu'elle t'apprend à gérer une boîte, la comptabilité, le management? Non, l'argent, déjà, c'est un thème tabou en architecture. Hein. Un architecte, il vit de la photosynthèse et du reflet de la pierre sur sa peau. Et toi, t'avais toujours ce cappuccino à 25 € sur les champs. Ouais. Donc, c'était pas évident. Fallait se dire qu'en fait, à un moment donné, il faut avoir des clients. Et il faut accepter de valoriser. On peut pas faire l'architecture sans client. En fait, tu fais pas des bâtiments pour toi-même. Bien sûr. Tu peux, mais c'est pas au début. Exactement. Donc oui, on a eu un processus d'apprendre en fait que l'architecture c'est aussi un business, comme n'importe quel autre business, et que il faut apprendre à être un leader, un manager, un comptable, tout ce qui touche au marketing. Chef d'entreprise en fait. Chef d'entreprise, exactement. Donc chef d'entreprise, ça t'es pas du tout prêt à ça quand tu sors de l'école. Tu l'as appris dans la pépinière à Marne-la-Vallée plutôt? Il avait des cours sur le sujet. Dernière année d'architecture, en fait, c'est l'année spécialisation HMONP, donc l'habilitation à la maîtrise d'œuvre au son nom propre, où ça c'est assez abordé, plus ou moins, allez, 5%, on aborde un peu le sujet de je me lance sur une structure. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais non, le reste, clairement, personne te dit comment faire. Déjà, combien tu coûtes, combien tu dois demander pour c'était vraiment un tabou, etc. Ouais. Okay. Donc tu fais tout Aujourd'hui, un architecte sur un projet, parce qu'un maître d'œuvre je le sais, mais un architecte moins, un maître d'œuvre en général c'est 7 à 8% d'un projet. Architecte c'est à peu près le même montant. Comment ça fonctionne en termes de facturation en moyenne? Alors déjà il faut donner des bons termes. Maître d'œuvre c'est un architecte déjà. Ouais. Alors quand je dis maître d'œuvre c'est parce que maître d'œuvre vu qu'ils n'ont pas le diplôme d'architecte ils sont habilités jusqu'à 150 mètres carrés. Or, toi, tu as le droit de faire plus, si je dis pas de bêtises. Non, en fait, ça, c'est ce que tu dis. Faire jusqu'à 150 mètres carrés, tout le monde peut le faire. Toi, aujourd'hui, si tu veux construire ta maison, mais tu n'es pas maître d'œuvre. Non, oui, bien sûr. Maître d'œuvre, il faut avoir le diplôme. Soit d'architecture, soit ingénierie, soit quelconque. Mais s'il n'a pas le diplôme d'architecte, il est bloqué comme moi, comme tout le monde, à 150 mètres carrés. Oui. Ce qui te permet de débloquer, c'est de passer. Donc c'est vrai que pour moi quand je dis maître d'œuvre en effet tu as raison c'est une profession et moi j'inclus un peu tout le monde plus conducteur de travaux en fait tu parles. Oui conducteur de travaux mais c'est pas pareil. Oui. T'as raison de me corriger. C'est 150 ou 170? 150 ça a passé à 150. Okay, d'accord ok. SDP sur phase de plancher. Je suis vieux en fait à mon époque c'était 170. Oui mais. Toi t'as aucune limite, il y a pas des niveaux d'architecture, tu peux une fois que t'es architecte tu fais ce que tu veux ou oui tu fais ce que tu veux oui il y a pas de limite. Ok. Par contre, il faut bien quelqu'un qui te confie un projet. Ouais, bien sûr. Non, mais en effet, il y a certainement de l'expérience, etc. Mais je veux dire, si tu as un bon réseau et que d'entrée, tu peux faire. Tu peux faire tout de suite. On t'impose pas d'avoir 5 ans d'expérience pour faire plus de 20 000 mètres carrés, par exemple ou... Non. Okay. Parce que déjà, le cursus, il est long. Après, il faut s'inscrire à l'ordre, il faut souscrire à une assurance décennale. Autrement, tu peux pas garder le titre d'architecte. Alors ça, c'est très important à le dire. C'est quand même si tu as fait 7 ans ou 6 ans d'études en architecture, mais tu t'inscris pas à l'ordre, tu peux pas le dire. Tu n'as pas le droit d'utiliser le titre. Tu n'as pas le droit de dire « moi, je suis architecte ». C'est uniquement après l'inscription à l'ordre des architectes. D'accord, ok.
Et donc, du coup, je me suis perdu. Et donc, tu es maître d'œuvre Ouais, quand tu es architecte. Et donc, tu as le droit de faire tous les types de projets qu'on aimerait bien te confier. ouais, c'est ça, ouais. Ok. Voilà. Et donc, si, Et c'est le ça. prix. Ah oui, Voilà, tu savais le prix. exactement. Combien ça Donc, coûte? du coup, C'était ça ta combien question. ça coûte? Donc, j'imagine que ta question était plutôt sur le suivi de chantier Ouais, ou- tout compris. La prestation, tout compris aujourd'hui. Genre faire les plans. Parce qu'en fait, je crois Oui. que vous dissociez deux choses. Faire les plans et faire le suivi. Alors, oui, on peut dire qu'il y a deux grandes majeures phases. C'est la phase de conception et la phase de la réalisation. Ok. Donc, la phase de conception, ça arrête à peu près là où on va choisir les entreprises qui vont travailler sur le projet. Jusqu'au cahier des charges. Oui, c'est le cahier des charges, Ouais. en fait. C'est le dossier de consultation des entreprises. Mhm. Et derrière, une fois qu'on commence le chantier, c'est la phase construction au chantier où on est plutôt maître d'œuvre on est plutôt maître d'œuvre d'exécution. Mm. Et pour l'ensemble des missions, alors bien sûr que ça dépend du projet, la complexité, la longueur, le budget surtout. Mm. Donc il n'y a pas de formule exacte. Aujourd'hui, moi surtout, je me bats pour travailler sur le taux horaire plutôt que sur un D'accord. pourcentage, Ok. puisque le pourcentage pour moi n'est pas très correct vis-à-vis de mes clients. Moi, mon objectif, c'est d'avoir le budget de mon client, de rentrer dedans et même de faire des économies là-dessus. D'accord. Donc, si je dois faire des économies et que mon prix dépend de ces économies, je vois pas en fait le lien. Oui, t'es pas incentivé à faire des économies puisque du coup ton pourcentage sera moins important. Oui, Et puis surtout, tu pars du principe que si ton client choisit une cuisine à 100 000 euros, ton travail est exactement le même que s'il choisit une cuisine à 200 000, alors que ta rémunération est différente. Donc toi, tu veux plutôt être sur du forfaitaire. je trouve ça plus juste, Ok. oui. Ok. C'est déontologiquement parlant, je trouve que c'est beaucoup plus correct par rapport à mes clients. Ok. Et du coup, ça te motive plus, et aller chercher des prix des fois un petit peu plus bas. Ah, mais Alors que complètement, sinon, oui, je me sinon, bats ça pour va mon pas- client, Ouais. oui, je me bats pour mon client. Parce que je si tu fais négocie. baisser le prix de ton client, en fait, tu baisses ton salaire et ça. Donc, ça je a sais pas trop pas, de sens. oui, exactement. Ok. Et je trouve que déjà, Ouais, la oui, démarche est tout à fait. En tout cas, cette vision paraît tout à fait cohérente. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Mais du coup, juste pour avoir une idée, parce que ou après on peut probablement trouver ça sur Internet, mais ce qui est pratiqué du coup, non pas par toi, mais par les architectes de manière générale, ce que tu as peut-être dû faire à un moment donné, c'est quoi le pourcentage pour quelqu'un qui se pose la question de savoir si ça peut être intéressant il y a financièrement? des barèmes par rapport au budget global. Ok, Donc, plus, allez, après, ça dépend de. Moi, je travaille plus avec des professionnels aujourd'hui, donc on est autour des prix, on commence 3-4 millions de budget. ok, Donc, pour 3-4 millions de budget, si je dois partir sur une mission complète, ouais, je pense qu'on est un peu en dessous allez, autour des 10%. d'accord, ok, ok, ça marche. Donc Ça va. un peu au-dessus du maître d'œuvre, mais en même temps, tu peux faire des projets que lui ne peut pas forcément faire. Et Ouais. tu as une patte que tu apportes qui est différente. Et, Une signature, ouais. Une signature, alors oui ou non, parce que clairement, moi, je vais écouter mon client, je vais l'étudier. L'architecture, c'est très lié à la psychologie, en fait. Hyper intéressant, ça. C'est-à-dire que c'est quoi entre guillemets, il y a deux approches. Soit effectivement, les gens viennent te voir parce que tu as une patte et une signature. Et toi, ton objectif, c'est d'écouter son client et ses besoins pour répondre exactement à ce qu'il a envie. Oui. Mais quelle est la limite entre ce que tu vas, toi, apporter comme signature? Parce que j'imagine qu'avec le temps, tu as un style, tu as une patte. Comment tu jauges ça, en fait, entre ce qu'a besoin ton client et toi, ce que tu peux apporter comme petite signature? Ben, moi, je vais m'adapter. Déjà, je vais l'analyser, je vais comprendre un peu son profil personnel, Ok, parce que ça, c'est important, son caractère. ok, Je vais apprendre à connaître ce qu'il aime. ok. Il y a certains qui veulent rien de particulier, hein. Ils disent moi je m'en fiche, tu me fais quelque chose. Donc c'est là où par contre je dois creuser parce qu'il faut quand même que ça lui plaît. Moi enfin, mon objectif c'est que le client il est content de mon travail. Ok, donc toi, si je vois 10 projets, dans les 10, il y en a 5, est-ce que j'identifie tes 5 projets ou justement pas du tout? Est-ce que Il y a plusieurs facteurs. Alors il faut savoir qu'il y a les envies, les besoins de mon client, il y a son budget Ok, aussi, bien sûr. là. Et il y a le lieu. Donc chaque ville elle a un règlement qui va instaurer certains gabarits très spécifiques jusqu'à la coloris et les matériaux sur façade.
Et certains maires ou adjoints ou autres, ils aiment bien aussi amener un petit peu leur patte au projet. Bah, effectivement, alors je sais pas s'il est architecte d'ailleurs, Philippe Stark, il est architecte. Il est designer. Il est designer. Ouais, mais tu vois pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, mais du coup, on a une patte, voilà. On a une patte, par exemple, Le Corbusier, qui est architecte. Quand tu vois un bâtiment de Le Corbusier, tu sais que ça vient de Le Corbusier, la plupart du temps. Oui, Ouais, et puis ça fait partie d'un style à cette qu'on aime ou qu'on époque-là. n'aime pas, Ouais, à cette mais époque-là, ouais. on aime ou qu'on n'aime pas, mais en fait, on sait que c'est lui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, l'architecte qui n'est pas Jean Nouvel et qui n'est pas Renzo Piano et qui n'est pas Stark a beaucoup plus de mal à instaurer sa signature. Okay. Mais moi aussi, je trouve que c'est beaucoup plus classe, plus humble de s'imprégner à l'environnement et aux besoins de clients et quand même sortir un projet qui est intemporel et qui va être fait dans une qualité. Alors, tu as vraiment une démarche d'humilité de dire le projet parfait, c'est le projet parfait pour mon client. Oui, bon, après, quand moi je vais faire des propositions, je vais quand même apporter à travers mon prisme d'architecte et ma vision et ce que j'aime. Ça, c'est certain. Je vais faire attention, je vais prendre soin des détails. Ça, c'est mon côté peut-être mode. Donc, en fait, il n'y a pas une ligne. En fait, il n'y a pas une ligne précise. Bah, on navigue un peu dans. Si je vous montre mon book et mon portfolio, tout le monde dit ah oui, on voit la patte, en fait, on voit votre ligne quelque part. Okay. Moi, je vais pas te le dire ce que c'est, peut-être parce que de toute façon, je le fais. Mais c'est sûr, il y a des choses qu'on aime beaucoup, il y a des choses qu'on aime moins, il y a des choses parfois qu'on est amené à travailler qu'on n'apprécie pas, mais qu'on arrive à contourner. Et quand même de se faire plaisir là-dedans. Oui, puis j'imagine que quand des fois tu as une idée tellement forte, tellement importante que tu arrives à la vendre, entre guillemets, pour que le client en ait aussi envie autant que toi. Quoi. Complètement. Okay. Après, l'objectif, c'est quand même de travailler dans une qualité. Et ça, c'est notre première règle, c'est sortir une vie de qualité. Donc, une vie de qualité. Donc, on va vraiment se projeter à chaque fois dans tout ce qu'on va faire, même des logements... des 300 logements où il faut vraiment travailler dans la masse. On va étudier chaque logement et on va se demander est-ce on peut vivre là-dedans ? Est-ce que nous, ça va nous plaire à nous réveiller tous les jours dans cette chambre-là, à faire à manger dans cette cuisine-là et à regarder la télé dans ce canapé-là qu'on va placer ici. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose constamment. Donc la vie qu'on va créer dans nos constructions. L'entrée, le cheminement, le couloir, le placement d'escalier, tout ça, c'est super important pour nous. C'est fou que ça soit ça qui vienne en premier parce que c'est vrai qu'en général, les architectes sont très basés sur l'esthétique, sur le rendu final. Je trouve que vos valeurs et votre positionnement de dire est-ce qu'on sera bien, est-ce qu'on est heureux à vivre dans cet endroit, c'est un vrai positionnement qui est différent. Oui, pour moi, l'architecture, c'est vraiment un mariage entre l'intérieur et l'extérieur. Et vraiment, la façade n'est pas toute seule. Derrière, il se passe quelque chose. Et devant, il se passe aussi quelque chose. Donc, effectivement, il y a ceux qui vont y habiter, mais ceux qui vont passer dans la rue aussi. C'est tout aussi intéressant d'être un peu dans la provocation. Nous, on aime beaucoup être dans le questionnement en provocation, de poser des questions. Et en fait, changer le regard des gens. Ça, je trouve ça super intéressant. Et comment contourner un peu le normal, le banal, pour retrouver un petit truc qui choque un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette patte, tu as un impact de ta... Enfin, tu l'as forcément, mais dans quelle mesure ta culture personnelle est impactée dans ton architecture ? C'est-à-dire le fait que, du coup, tu aies vécu la moitié de ta vie aujourd'hui en Bulgarie. L'architecture doit être différente, je suppose, de celle de Paris. Est-ce que ça impacte ou pas forcément dans les conceptions que tu fais aujourd'hui ? Peut-être que je peux piocher un petit peu le savoir-faire de la Bulgarie. Pas celui qui a été fait pendant le communisme ou pendant les années 90 ou l'architecture récente, mais encore plus loin. Donc, on a une construction qui est très durable et très naturelle. Donc, tout ce qui est bois, tout ce qui est la terre. Et c'est des constructions qui sont toujours en place 200, 300, 400 années après. Donc, cette pérennité... En fait, cette inspiration de la culture locale, ça oui, j'aime. Par contre, je ne vais pas proposer quelque chose qui est hors contexte, là où ça ne matche pas. Je ne veux pas créer quelque chose qui choque de mauvais sens. Je veux
provoquer la Questionner, réflexion. ouais, questionner, Mais je ne veux pas Choquer pour agresser. Oui, voilà, non, je trouve que ça, Ok. par contre, non, choquer ça, j'aime pas. gratuitement. Ok. C'est pas le but. Le but, Ok. c'est vraiment de passer derrière mes bâtiments 10, 20, 30 ans derrière et me dire, ouais, c'est cool ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai que ça marche Ok. encore. Ouais, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, est-ce que c'est possible que tu nous envoies des photos je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très curieux suite à ce qu'on est en train de se dire, de réalisation, qu'on mette un petit peu des éléments de ton portfolio. Je pense que ça peut Bien être sûr, oui, bien sûr. hyper intéressant. Parce que là, je pense que tout le monde a trop envie de voir. En tout cas, moi, j'attends qu'on coupe le micro pour voir le portfolio. On peut en effet le voir et c'est aussi l'objectif, faire un peu de publicité. Est-ce que tu peux nous donner le lien de ton site pour que les gens puissent venir te voir? Bien sûr, je vais tout vous partager. Ok, ça marche. Et bah, comme ça, on le mettra en description pour que les gens puissent venir voir. Je suppose qu'on peut retrouver tes créations aussi sur ton site. Oui, Ouais. sur le site, sur des réseaux sociaux, on est très présent un peu partout. Ok. Pour aujourd'hui, le cabinet d'architectes ici, on en a déjà un peu parlé, mais quelles sont les valeurs de la boîte, de l'entreprise, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on est. Déjà, je vais juste décrire un peu, parce que c'est les boîtes, il y en a plusieurs. Ok, d'accord. Donc, comme ça, vous allez comprendre un peu l'écosystème L'écosystème, ouais. qu'on souhaite créer. Tu peux même, je dirais un peu plus loin, on peut remonter et reprendre, parce que c'est vrai qu'on a un peu digressé, mais reprendre le fil de ce qu'on avait, c'est-à-dire la date de la création en 2016, et nous expliquer un peu comment ça a évolué d'un point de vue business jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup, entre 2016 et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses, et tout Oui. ça nous intéresse. Voilà, donc 2016, création de la première société d'architecture VA à Paris. Puis entre-temps, voilà, on est arrivé à Marne-la-Vallée. Après, on s'est dit c'est trop loin, il faut qu'on voit un peu plus à la hausse. Pour l'instant, on était deux. Donc on a commencé 2 associés, 2 fondateurs. On était 2 et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour aller encore plus loin. Juste pour information, donc 2016, création de société, et moi je tombe enceinte aussi. Donc il y a, il y a donc gros facteur de là pour le coup il faut réussir. Ouais. Cette société là, il faut nourrir 3 personnes. Donc gros challenge encore. Et donc à Marne-la-Vallée, on n'est pas resté longtemps, quelques mois, et après on s'est dit il nous faut des locaux sur Paris. On peut plus revenir travailler à la maison parce que ça n'a pas de sens. L'idée c'est d'aller encore plus loin. Et je tombe sur une annonce d'un petit local dans le 3e. Et on va le visiter. Loyer 1300-400 euros, je crois. Donc, ça, c'était une grosse prise de risque parce que c'était beaucoup à l'époque pour pouvoir se payer correctement et puis payer un loyer. C'était dans les locaux des architectes. Donc, c'était très intéressant. Et on décide de le prendre. Donc, on le prend. Changement de vie complet. Donc, on se retrouve dans un local de 30 mètres carrés que pour nous, 2 personnes. Donc, on se dit, bah, il nous faut du monde. Là, il nous faut du monde. Donc, on prend des stagiaires. On commence à prendre des stagiaires. Et à meubler, parce qu'on avait juste une planche qui était déjà là et 2 chaises. Donc, on se dit, bah, il nous faut un truc. En fait, il faut créer l'agence. Donc, petit à petit, beaucoup de prises de risque. Ça a été une suite d'événements qui étaient bénéfiques finalement. Mais on a commencé à travailler avec des professionnels. On a laissé un peu les particuliers de côté parce que c'est un marché qui est très compliqué également. Donc petit à petit, on s'est professionnalisé. Il y a eu le Covid, donc ça a été un moment très compliqué. Quand ils ont annoncé le Covid, nous, c'était le moment où on rentrait dans ces bureaux-là. Donc, on était déjà avec 5 personnes. On était 5 au total. Donc, c'était compliqué. On n'avait pas encore déballé les meubles et tout. Quand on a fermé la clé, on se dit OK. Donc, c'est cool, là. Il faut trouver autre chose. Et on s'est dépassé. On s'est spécialisé. Enfin, on a trouvé d'autres spécifications qui nous ont permis, du coup, de voir du travail. Entre-temps, on a monté aussi une agence d'architecture à Nantes. Donc, on a une 3e associée qui vit à Nantes aujourd'hui. Et donc, où ça, à Nantes Nantes. Dans le centre-ville? Oui, on a des locaux dans le centre-ville. Okay. Parce que moi aussi, on a Vertou, des bureaux... il habite à Vertou. Mais, ok, oui. Ok, ça marche. Donc, du coup, ça nous permet de couvrir tout le côté ouest. On avait déjà des projets sur place. Ah, super. Donc, VA Nantes qui a émergé il y a 1 an. Donc, ça fait 2e société. Il travaille avec peut-être Claudio et Émeric? Non, pas spécialement. Pas encore. Okay. Oui. Et puis, donc nous, on s'est dit, OK, ça fait déjà 2 sociétés d'architecture, il nous faut une holding, donc on a aussi une holding.
Et l'objectif, en fait, c'est là où l'idée a commencé un peu de prendre forme, c'est qu'on commence à créer une agence d'architecture dans chaque grande ville en France. Et notre valeur, quelque part, est là où on veut être local, partout. Parce qu'en architecture, il faut connaître son territoire, il faut connaître la spécificité de la ville, le règlement, l'histoire. Les liens avec la commune aussi, je suppose. Les liens avec les communes, avec les clients aussi. Donc, tout ça, ça compte. Donc, on a commencé avec Nantes et là, on a 3 autres territoires en vue pour l'année qui suit. Ok, donc là, grosse phase de développement en ce moment. Oui, on est en plein développement et on est aussi, on a créé une société de maîtrise d'œuvre d'exécution. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi suivre les chantiers d'autres personnes, enfin, d'autres architectes et puis surtout nos clients, souvent, ils nous séparent la mission. Donc voilà, c'était un moyen de récupérer à nouveau l'ensemble de la mission. Et comment on fait pour s'assurer, quand on se développe comme ça, où en fait j'ai l'impression que cette agence de base elle est très liée à ta personne et ton conjoint, comment on fait quand on se développe dans d'autres villes pour s'assurer qu'il y ait les mêmes valeurs, le même service, qu'on soit servi à peu près de la même manière à Nantes qu'à Paris? Comment est-ce qu'on le met en place ça? Déjà, cette société, elle a 7 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment de transmettre à la personne qui sera sur place et les personnes qui vont être sur place nos valeurs. Il a déjà le côté marketing est déjà fait. Et on ne s'associe pas avec n'importe qui sur place. L'idée, c'est vraiment C'est la personne de la connaître, de lui transmettre un peu les valeurs. Pour le cas, à Nantes, Edouard, lui, on était à l'école ensemble, donc on a fait un bon parcours à Paris aussi ensemble. Donc le lien, il était déjà fait, on se connaît très bien. Donc c'est la personne que tu vas rencontrer qui va faire l'ouverture d'une ville, en général? Oui, l'idée c'est que cette personne elle est locale ou au moins elle connaît bien pour qu'elle puisse introduire aussi. Tu choisis d'abord la personne avant la ville ou tu choisis la ville avant la personne? La ville d'abord parce que je sais que je peux avoir une force de développement plus importante. C'est quoi les villes qui arrivent, on peut les dire ou pas? La ville, oui, qui arrive, c'est Lyon, Lille et autour des Vosges. Donc je n'ai pas encore défini la ville exacte. Mais... Ça c'est ouvert en 2023-2024, ça sera ouvert? L'idée c'est ça, oui. T'as déjà trouvé tes personnes? Non, donc je suis ouverte. Appelle la candidature. Appelle la candidature, ouais, c'est vrai. Ok, donc super intéressant. Toi aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec des investisseurs? Oui. Si je dis pas de bêtises. Investisseurs, promoteurs, foncières, voilà. Donc principalement du professionnel aujourd'hui. Professionnel, oui. Okay. Pourquoi ce choix-là alors qu'au départ, on pourrait penser que ton marketing était plutôt ciblé sur des particuliers, puisque de fait, tu allais dans des quartiers que tu aimais avec... sur des voitures, même si bon, ça pourrait être les deux. Oui, il fallait commencer par quelque part. Et le particulier, il te fait confiance plus facilement. Il a moins d'expérience. Il est beaucoup plus ouvert à des personnes sans expérience aussi. Mais rapidement, c'est un marché qui est très compliqué parce que c'est très long. Et clairement, beaucoup de temps. Par exemple, quand tu vas construire une maison, ça va être un peu le bébé de ton client. Il va... Beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel. Beaucoup d'émotionnel. Il va revenir sur beaucoup de choses. Il va se poser beaucoup de questions. Enfin voilà, ça, c'est des missions qui ne sont pas payées en plus. Même si on refait 6 fois la même chose. Donc du coup, c'est pour ça que ça risque d'être un peu long et pas assez bien payé quand on travaille avec des particuliers. La commande, elle est plus compliquée, je dirais, avec des particuliers. C'est un choix. Ok. Et aujourd'hui, du coup, plutôt Focus Pro. Ça, c'est ma petite curiosité personnelle. C'est quoi le plus gros projet que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui? Ou celui que tu as dans les tuyaux? C'est lui, je suis le plus fière. Il rentre en chantier là cet été. C'est 90 logements un co-living. Ok, en co-living? Un co-living, oui. Donc, c'est la première grosse opération de co-living avec Nexity. Ok. Ensemble. Et pourquoi je suis fière? C'est pas tant parce que le projet il est grand, mais parce que ça a été 2 ans d'études et de rendez-vous mairie, réunions, longues réunions et avec les riverains. Et donc, on a obtenu notre permis en 1 an. Okay. C'était très long et on n'a pas de recours sur le programme. Waouh. Oui. Ouais, c'est ouf. Pour ceux qui ne sont pas de la partie, de ne pas avoir de recours sur un dossier comme ça, c'est... C'est où? C'est à Paris, je suppose ou C'est à Bagneux. Ouais. À Bagneux. Enfin, il y a des voisins, quoi.
On n'est pas au milieu Ah de... oui, on a des voisins. Dans la Creuse, ouais. Oui, c'est un site qui est très, très difficile et on n'a pas de recours, donc très, très content moi, je suis très contente de ce projet, et surtout que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à parler devant 30 élus sans problème. J'ai appris à manager des équipes, même Next City, le fait que oui, ils me font confiance aussi et qu'ils me laissent parler, qu'ils me laissent faire ces réunions-là. Pour moi, c'est un grand succès personnel et professionnel, et ça a été la bataille. Mais comme il dit Ricciotti, l'architecture, c'est un sport de combat, et c'est pas faux, c'est tous les jours. Et si tu veux simple, c'est Faut pas pas l'architecture. faire Voilà. Oui. Donc, Oh. hier, je suis tombée sur un mème comme ça, où un gars crie moi, je veux pas de solution, enfin, je veux pas que ça soit simple, je veux des problèmes. Je veux des problèmes. C'est ça, moi aussi, je veux des problèmes. Toi, t'as des problèmes, moi, j'ai des problèmes. Voilà. C'est Gad Elmaleh qui disait ça, je crois. Ok. Bon, hyper intéressant. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la structure? Au total, on est une dizaine. D'accord. Voilà, entre Paris et Nantes, dizaine. Et puis, il y a les Majoritairement sur Paris aujourd'hui, quand même. Oui. Ok. Donc une dizaine aujourd'hui et une vingtaine d'ici fin 2024, Oui. d'après les développements que tu nous annonces. Pourquoi pas. Ok, hyper intéressant. C'est quoi la suite sur le moyen long terme? Couvrir toute la France? Aller conquérir un peu l'Europe? C'est quoi les idées? Oui, l'idée, c'est de sortir un étranger. Donc, il y a la France, premier objectif, mais pourquoi pas au même temps le monde? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Faut pas se poser de limites. Les limites, je l'ai que dans ma tête, en fait. C'est que si je m'arrête à la France, c'est parce que c'est moi qui me l'impose. L'idée, c'est d'aller partout. Moi, j'y retourne un peu aussi en Bulgarie avec l'idée de développer un peu là-bas. Aujourd'hui, ça serait le prochain pays ou t'en aurais un autre avant? Angleterre aussi, on a Ok. des sujets en vue. Donc, après, je voudrais aller un peu partout. Le diplôme français d'architecte, il est international? Il est reconnu internationalement? Oui, on a le D'accord. droit de travailler Donc partout. tu peux travailler où tu veux, partout dans le monde? Oui, et l'idée, notre objectif, c'est de fermer la boucle. Là, on a le sujet de la maîtrise d'œuvre d'Exé. On a une société aussi d'économie de la construction qui est en cours. L'idée, c'est de continuer avec tout ce qui est bureau d'études, tout corps d'État, et fermer toute la maîtrise d'œuvre pour qu'on puisse sortir des projets encore Clé en main. oui, clé en main, et en qualité supérieure. Où il y a... Tu veux gérer l'ensemble de la chaîne de valeur? Exactement. Sur la construction, aujourd'hui, ça c'est une question un peu perso. Tu serais plutôt, t'es plutôt sur du traditionnel dans ce que tu fais ou sur du modulaire? Vous faites quoi comme chose? Oui, il y a de tout, hein, mais pour moi, un n'empêche pas l'autre. Ok. C'est qu'on est sur vraiment une vision de futuriste où on va travailler sur le fait d'être adaptable, modulable, et puis interchangeable. Aujourd'hui, on a par exemple un immeuble de bureau, mais demain, ça peut être du logement. Après-demain, ça peut être une crèche, une école. Enfin, voilà, l'idée, c'est de concevoir et de réfléchir à ce qui se passe dans un futur proche ou lointain. Ok. Intéressant. Hein. C'est passionnant. Avant de te poser les dernières questions, tu poses peut-être la question des passions? Est-ce que tu as des passions, mis à part l'architecture et la mode? Enfin, c'est déjà... Ça prend déjà du temps. C'est déjà très vaste. Et une passion un peu Non avouable. On aime bien les passions un peu, les trucs où y a pas grand. Tu vois, on va te donner un exemple. Sur le dernier podcast, la personne, elle collectionnait les surprises que tu trouves dans les Kinder. Tu vois? Alors, moi, je m'attache à rien de physique. Je pense que parce que j'ai voyagé et tout ça, donc j'ai pas de valeur de ce type. Je peux pas porter avec moi. J'ai collectionné des serviettes avant, mais... Ok, bah c'est une passion après. Non, ça c'est fini. Alors, passion non avouable, peut-être c'est tout ce qui est maquillage, mise en beauté. Ça touche un peu à la mode, mais c'est pas tout à fait... Mais tu vois, je peux pas le dire partout parce que ça fait pas trop l'archi qui va sur les chantiers, tu vois, tout ça. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est mise en beauté. Oui. Ok. Ça, je ne dis pas partout. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser, un sujet qu'on n'a pas abordé avec toi et que tu aurais aimé aborder? Tu peux prendre le temps que tu veux, le temps d'y réfléchir. Mais question, je sais pas, sur ta vie. On a fait pas mal de choses, mais pro, perso, je sais pas, des ambitions. Peut-être que on n'a pas parlé de ta promotion. Je sais pas si tu veux y revenir parce que tu lances aussi toi-même ton projet de promotion. Enfin,
C'est toi qui décides. Oui, pourquoi pas. C'est l'idée. Oui, dans les objectifs, ça fait partie de fermer la boucle. Hein. L'idée, c'est que je suis maître de mes propres projets. L'objectif à terme, c'est ça. Et c'est là où je veux pas m'arrêter au budget. Je veux construire vraiment des choses de qualité et me faire plaisir sur mes projets. Parce que là, c'est zéro contrainte. À partir du moment où c'est toi le maître d'ouvrage. Il y a quand même la contrainte du budget, mais je veux pas que ça soit Oui. comme aujourd'hui à être. Mais c'est le budget que tu t'imposes toi, c'est pas le budget imposé par quelqu'un d'autre. Voilà. Ça change tout. Okay. Petite question par curiosité, cette promotion, tu vas la faire toute seule ou tu la fais à travers ta holding qui va être détentrice d'une SCCV, je suppose? Exactement, oui. Donc c'est il y a ta tout holding. un business plan, oui. Ok, c'est ta holding qui les tient. C'est un business plan. Du coup, pas de questions spécifiques qu'on n'a pas traitées que tu aurais voulu. Ça touche peut-être juste à conclure avec la vision, en tout cas notre vision de faire des choses pas comme les autres, d'être un peu différent, innovant. Moi, je rêve d'avoir un métier d'architecte un peu sur un autre niveau, un peu plus digital, un peu plus ouvert à l'innovation et au monde en général. Je rêve d'avoir une diversité et une équité entre les sexes dans le monde de l'immobilier. Et nous aussi. On milite pour ça aussi. C'est pas, enfin, pour le coup, dans le monde, c'est compliqué, mais alors dans le monde de l'immobilier, c'est encore un cran au-dessus. Ouais, effectivement. Et oui, donc tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et j'aimerais bien faire tout ce que je peux pour changer ça. Et c'est pour ça que tu me dis, oui, dans les réseaux sociaux et autres, effectivement, tu vois pas tant le côté orientation vers les pros, parce que moi, je veux toucher des gens. En fait, c'est les gens, je trouve, ça part de là, en fait, le changement. Et à travers la vulgarisation du métier, je crois vraiment qu'on arrive à donner aux gens plus d'apprentissage et plus de prise de conscience de ce monde qui n'est pas juste beau ou moche quand on passe dans la rue. Une façade n'est pas juste c'est chouette ou c'est moche, parce que derrière, il y a un budget, il y a un maire, il y a un architecte, il y a un client et il y a un contexte. Et plus on est conscient de ça, plus je pense que ça peut s'ouvrir et créer. C'est vrai qu'un bâtiment, en fait, tu as raison, on le voit pas comme ça, mais c'est le compromis accepté par beaucoup de personnes différentes. Oui. Et c'est ce sur quoi on est tous à peu près d'accord, en fait. C'est ça. Donc j'aimerais transmettre cela et permettre aux gens de rentrer dans ce monde qui paraît très compliqué et surtout changer la vision des gens par rapport aux architectes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit architecte, on s'imagine comme ça tout de suite un vieux monsieur un peu aigri, habillé tout en noir, fatigué. Qui passe son temps au restaurant. Voilà, mais moi, je veux changer cette vision-là. Je veux montrer une fraîcheur, un peu en tout cas, de beaucoup de passion, de force, de combat et d'ambition. Bah, le message est passé, en tout cas. Si c'est ce que tu veux passer, je peux te dire que ça a été passé. Et puis en tout cas, merci d'avoir été aussi transparente, d'avoir dit autant de choses. Ouais, c'était super. Ça fait 1h50 qu'on est ensemble. Wow. En tout cas, nous, on n'a pas vu passer le temps. Ouais, c'était génial. J'espère que vous aussi. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.